Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle saison des Jeudis de la laïcité, notre émission Parlons laïcité. Dans le cadre de nos échanges autour de la laïcité, nous accueillons notre dessinateur caricaturiste de presse Jean Cry. Bonjour Jean Cry. Et nous accueillons notre orateur, monsieur François Lambert. Bonjour François Lambert. Je vais vous présenter rapidement. D'accord. Vous êtes avocat, vous êtes auteur chez Robert Laffont, vous avez écrit le livre « Pour qu'il soit le dernier », aux éditions donc Robert Laffont en mars 2020, et vous êtes cofondateur de l'association article10.org. Donc cet article 10, je vais le citer rapidement. L'article 10 donc, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Donc cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce un ensemble de droits ainsi que les conditions de leur mise en œuvre. Et sa valeur constitutionnelle est reconnue par le Conseil constitutionnel depuis 1971. Et donc, ces dispositions font partie du droit positif français. Ainsi, au plus haut niveau de la hiérarchie des normes en France. Alors, à propos de vous, monsieur François Lambert, votre première passion a été le cinéma et l'écriture de scénarios. Vous aimez également la plongée et pratiquer le ski. Et pour les médias, donc, François Lambert est le neveu de Vincent Lambert, qui est devenu, bien malgré lui, l'enjeu d'une bataille juridique, une bataille judiciaire, autour de l'acharnement thérapeutique. François Lambert, donc, vous relatez le parcours de plus de 30 décisions de justice dans votre ouvrage, pour qu'il soit le dernier, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est d'ailleurs cette affaire qui vous a décidé à débuter votre carrière d'avocat. Maintenant, vous travaillez dans différents domaines du droit, notamment en droit public, en droit de la santé, en droit des étrangers et pour les droits de l'homme et des libertés publiques. Donc, sans préjuger ce dont vous allez nous parler, il s'agit ici et maintenant de liberté, de raison et d'esprit critique. Nous parlons en termes de laïcité quand nous disons vouloir éviter l'aliénation des droits fondamentaux des personnes. Nous parlons en termes de laïcité quand nous parlons de liberté de conscience. Parlons laïcité. Donc le thème c'est laïcité et fin de vie. Alors je préviens tout de suite, je vais évoquer ce qui me semble être toutes les opinions sur ce sujet, qui est un sujet très sensible. Ça ne signifie pas que je vais faire leur promotion, d'ailleurs je donnerai mon opinion personnelle pour dire d'où je parle, mais j'essaye d'évoquer quand même tout le panel de ce sujet qui est ô combien religieux jusqu'à un certain point, pour certaines opinions. J'ai pas fait un travail universitaire non plus, hein, donc vous n'aurez pas de grand 1, grand 2, etc. etc. Par contre, je vais essayer de définir les termes, puisque laïcité et fin de vie sont deux choses qui, a priori, en apparence, n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre, mais qui, effectivement, sont, de mon point de vue, assez liées. Donc la laïcité, c'est séparer le religieux de la sphère publique, ça c'est la règle que tout le monde connaît. Ça préserve le côté personnel de la religion, cela laisse aussi la liberté de ne pas croire, voire même de croire en secret, c'est-à-dire sans dire à personne pour qui on croit, de quelle façon on croit. En réalité, on dit qu'il y a autant de religions que de personnes, et on peut trouver des personnes qui sont intellectuellement très proches de nous, et qui pourtant évoluent dans d'autres religions. La laïcité permet cette rencontre
là où le communautarisme, par exemple, l'évite, et où le communautarisme favorise en réalité la rencontre avec des gens qui sont très différents dans un sens où ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais parce qu'ils ont la même religion, ils seraient censés penser pareil. Dans ce contexte, le but de la laïcité, c'est d'empêcher que des personnes proches donc, ne se rencontrent pas pour des raisons religieuses et d'éviter aussi que ne se forme une théocratie où l'humain sert la religion plutôt que l'inverse. C'est-à-dire un gouvernement qui produit des lois nécessairement dogmatiques, car elles sont une expression d'une volonté divine, et des gouvernants ou une élite qui se veut déresponsabiliser car simple instrument de cette expression. C'est évidemment un feu de paille. En réalité, c'est une forme de dictature où les tenants de l'interprétation religieuse font passer leur forme de domination bassement humaine et parfois très cynique pour un commandement suprême avec lequel ils seraient totalement étrangers. Ça leur tomberait dessus en quelque sorte. Parallèlement, vous avez un peuple qui est lui aussi déresponsabilisé car il accepte l'inacceptable pour des raisons qui lui seraient supérieures et dictées par l'élite. Et en tant qu'avocat, je ferai un lien entre l'idéal de laïcité et l'idéal de justice puisque les deux doivent se baser justement sur la raison, sur des faits, plutôt que sur des croyances ou des jugements de valeur. Le juge statue en fonction de lois et de faits, il juge normalement pas en tant qu'être supérieur. Et il n'est pas là non plus pour asseoir le pouvoir d'une théocratie et pour faire une forme d'évangélisation. La justice qui défend la théocratie, c'est une justice pour le pouvoir, c'est pas une justice pour les faibles. L'idéal de la justice, c'est quand même que les faibles aient autant de moyens de se défendre que les forts. Donc tout ce que je viens de dire là, en apparence, n'a pas de lien avec la fin de vie. Maintenant, je vais venir sur la fin de vie en elle-même et essayer de définir la fin de vie. Et vous verrez qu'il y a plusieurs définitions de la fin de vie, dont certaines se rapprochent beaucoup d'une forme d'absence totale de laïcité et d'une forme de religiosité qui est théocratique dans le sens où je viens de la décrire. Lorsqu'on parle du sujet de la fin de vie, il y a de nombreuses définitions. Et certaines de ces définitions peuvent s'éloigner de ce à quoi on peut penser en termes de fin de vie. C'est-à-dire quand on vous dit fin de vie, on pense la fin de la vie. Il y a certaines définitions, vous le verrez, qui sont loin de cette définition qui est la première qui vient à l'esprit quand on en parle. La fin de la vie, objective, médicale, c'est le corps qui meurt. Ça, c'est un débat médical qui a donné lieu à une définition qui est contenue dans le Code de la santé publique. Alors, je vais vous lire 2 articles. Je vous promets que 2 articles. Donc, c'est l'article R1232-1 du Code de la santé publique. Je vous le dis en entier parce qu'il est très important. Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les 3 critères cliniques suivants sont simultanément présents. Premièrement, absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Deuxièmement, abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Troisièmement, absence totale de ventilation spontanée. Donc c'est après un débat médical qu'on a eu cette définition. Ce débat-là, a priori, il est clos. En revanche, le débat sur la fin de vie ne l'est pas. Et il se trouve que le médical s'en est emparé et l'a même privatisé en passant par le concept de l'acharnement thérapeutique qui a été requalifié en obstination déraisonnable. Alors je vais essayer de ne pas être trop juridique, mais en gros la loi sépare 2 choses. Vous avez les volontés d'un patient d'une part et l'obstination déraisonnable d'autre part. Comme ce concept est purement médical, il y a en gros autant de définitions de l'obstination déraisonnable qu'il n'y a de médecins. Actuellement, celle qui prime est principalement l'obstination déraisonnable dite objective. C'est-à-dire qu'on s'obstine objectivement sur un être humain, c'est-à-dire qu'en réalité, par ce concept, on gomme totalement la volonté du patient. On décrète que cet état doit finir. Et à l'inverse, quand un état ne doit pas finir, on décrète que la volonté du patient ne vaut rien. Donc c'est en fait un prolongement des critères précédemment exposés du Code de la santé publique sur la mort. Je vais revenir un peu sur l'affaire Vincent Lambert. Vincent se trouvait dans un état végétatif, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas déceler de conscience chez lui. Il était au début intubé, puis on l'a extubé, il a pu respirer sans assistance, en faisant néanmoins de nombreuses fausses routes parce qu'il s'agissait d'un réflexe. Il ne s'agissait pas de quelque chose de contrôlé. Du fait de cette absence de conscience, on considère que les mouvements de son corps sont automatiques. C'est-à-dire qu'a priori, son corps fonctionne, mais de façon totalement automatique, absolument rien de conscient derrière, ni rien de voulu. Comme la respiration, ce qui explique les fausses routes. Son accident de voiture avait aussi atteint son tronc cérébral. Si on y regarde de plus près, un des 3 critères précédemment exposés de la mort est atteint. Mais tout ce qui définit la mort dans cet article, et donc par opposition la vie, est en lien avec ce qu'était son état médical. Si on reprend l'article, premièrement, absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, le critère était rempli pour l'absence de conscience.
L'activité motrice était là, mais désordonnée. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, Vincent était fortement atteint au niveau du tronc cérébral. Absence totale de ventilation spontanée, il y avait une ventilation purement spontanée. Donc le débat qui a été fait sur lui était en lien déjà avec la définition de la mort que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on considérait que son état était très proche de la mort et que donc c'était mieux de le laisser partir. Je vais vous rappeler brièvement quelques éléments de son histoire. Il y a eu un accident de voiture en 2008, un arrêt des traitements en 2013 sans prévenir ses parents volontairement. C'est ce qui a déclenché l'affaire Vincent Lambert. Une reprise des traitements ordonnés par le tribunal 31 jours après qu'on a arrêté son alimentation et son hydratation artificielle. Vincent avait beaucoup maigri, mais il n'était pas encore décédé, puisqu'on lui donnait suffisamment d'eau pour survivre. Donc quand on donne suffisamment d'eau pour survivre à quelqu'un, il survit. Nouvelle procédure médicale pour décider de l'arrêt de ses traitements, nouvelle procédure juridictionnelle pour l'empêcher, au cours de laquelle 2 choses sont actées, son état médical, état végétatif irréversible, et les volontés qu'il avait antérieurement exprimées. Je ne veux pas être maintenu en vie dans cet état. Fin de la procédure juridictionnelle et nouvelle procédure médicale pour savoir si le nouveau médecin veut arrêter les traitements ou non. Procédure médicale qui n'ira pas à son terme, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'un maintien en vie qui n'était pas assumé. On a juste dit « je n'ai rien décidé, donc on le maintient en vie ». Et on ne pouvait rien y faire malgré toutes les constatations qui avaient été faites. Enfin, une 4e procédure médicale, puis une procédure juridictionnelle ont abouti à l'arrêt de ces traitements en 2019. Les enseignements sont pour moi assez clairs. Je ferai volontairement abstraction du contexte ou des complicités qui ont permis ou justifié cette situation pour me concentrer que sur ce que cela révèle, qui est une ligne politique ou idéologique assez claire. 3 enseignements principaux de mon point de vue. Le premier est que les volontés du patient ne pèsent à peu près rien, puisqu'on avait dit que Vincent n'aurait pas voulu vivre comme ça, et nonobstant son souhait, on a dit que le médecin qui voulait le maintenir en vie pouvait le maintenir en vie. Donc ces volontés en fait ne servent que de support ou d'alibi à une vision gestionnaire de l'hôpital. La loi donc autorise le médecin à arrêter des traitements et un médecin qui s'acharne ne risque rien. A l'inverse, un médecin qui s'éloignerait d'une vision médicale de la fin de vie, lui, risque quelque chose. Les proches sont supposés rester totalement passifs face à la décision du médecin de maintenir en vie, quand bien même il serait évident qu'il s'acharne, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'approprier la décision, ils ne peuvent pas la comprendre, ils sont censés la subir. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la théocratie. Donc ces 3 éléments combinés dessinent ce que j'ai appelé tout à l'heure l'obstination déraisonnable objective, c'est-à-dire où les volontés de l'être humain ne sont pas prises en compte. Ce concept, il est repris dans les lois Leonetti sans être explicité clairement, mais l'interprétation de la loi et les lois elles-mêmes démontrent que c'est le cas. Les lois Leonetti, il y en a eu 2, il y a une loi en 2005 et une loi en 2016, ce sont les 2 lois qui régissent la fin de vie en France. Il n'y a pas eu de loi spécifique à la fin de vie avant ça, vous avez juste une loi en 2002, la loi Kouchner, qui disait qu'un patient pouvait refuser les traitements. Et parfois, quand vous refusez un traitement qui vous maintient en vie, de fait, ça met votre vie en danger. Mais ce n'était pas spécifiquement sur la fin de vie, il y a juste les lois Leonetti de 2005 et 2016 qui ont abordé ce sujet. Et donc dans la loi, la fin de vie est vue d'un point de vue qui est spécifiquement médical. Les proches, les patients, leur volonté, ce qu'ils étaient, leur personnalité, tout ça est mis au second plan. Il y a d'abord le médical et ensuite si le médical accepte la volonté du patient ou non. Mais le médical peut ne pas accepter la volonté du patient. Pour continuer de dresser ce tableau sur la loi actuelle et faire le lien donc avec la définition de la laïcité que j'ai évoquée tout à l'heure, je vais aussi évoquer 2 dossiers dont j'ai été saisi en tant qu'avocat cette fois-ci. Premier dossier, un patient qui s'était jeté par la fenêtre, s'était retrouvé dans un état proche de celui de Vincent, à ma connaissance, puisque les proches du patient n'avaient absolument aucune information précise sur son état, le médecin refusant de les informer, dans la logique que j'ai décrite ci-dessous, c'est-à-dire « vous n'avez pas à être au courant, laissez-moi faire, vous subissez la décision, mais je décide et vous acceptez », en gros. Simplement, une quinzaine de jours après son admission en service de réanimation, il avait été décidé d'arrêter ses traitements. Je mets des guillemets à traitement, puisque le médecin en charge du patient avait tout simplement annoncé à sa mère qu'il allait arrêter sa ventilation artificielle, et que peut-être il en mourrait étouffé, ou pas, en fonction de ses capacités respiratoires. De son point de vue, cela se justifiait par le fait qu'une absence de respiration spontanée faisait de lui un être presque mort, comme on l'a vu avec la définition du Code de la santé publique. Donc ça se rattache encore une fois à une vision purement médicale. C'était le 3e point, absence totale de ventilation spontanée. La totalité de la famille, et c'est important puisque c'était la totalité de la famille, il n'y avait pas de conflit familial comme avec l'affaire Vincent Lambert, avait estimé être méprisée, à juste titre, par le médecin en charge, et elle m'a saisi pour que j'entame une procédure. Ce que j'ai fait, on a eu une date d'audience et le patient est mort la veille de l'audience.
Donc j'ai demandé une autopsie dont j'attends encore le résultat, mais personnellement je ne serais pas très surpris qu'on l'ait un petit peu aidé à partir avant l'audience pour pouvoir dire à l'audience « Écoutez, il n'y a pas besoin de statuer puisqu'il est mort ». Ce patient se trouvait dans un hôpital public, en service de réanimation. Donc ça c'est important parce que dans les services de réanimation, les patients ne sont pas censés rester plus de quelques semaines avant d'être réorientés, souvent dans des cliniques privées. Dans le deuxième dossier dont je vais vous parler, c'était une patiente qui était dans un état post-relationnel. Alors, ce qu'on dit post-relationnel, la différence avec état végétatif, ce sont deux états très proches, mais post-relationnel, on détecte un peu de conscience. Alors, c'est pas de la conscience au sens où on l'entend. C'est pas quelqu'un qui est conscient de son environnement, qui est conscient de ce qu'il fait. C'est juste quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir un éclair de conscience de temps en temps de quelque chose qui se passe. Genre, je suis conscient que j'ai mal au bras, par exemple. Et encore, je suis conscient que j'ai mal, peut-être que je ne sais pas que c'est le bras. Mais j'ai conscience de quelque chose. C'est vraiment une infime dose de conscience. Et les patients état végétatif ou post-relationnel, c'est une ligne assez faible où parfois il arrive qu'un patient dise qu'il est en état végétatif, puis si on refait les mêmes examens 3 mois plus tard, on décèle un tout petit peu de conscience, on pense qu'il est plutôt en état post-relationnel, puis plutôt en état végétatif. Donc pour ces patients, il était plutôt proche de l'état végétatif, mais il y a des signaux qui peut-être faisaient penser qu'il serait plutôt proche du post-relationnel parce qu'il y aurait peut-être de la conscience ici et là. Néanmoins, le patient était dans cet état depuis plus de 15 ans, dans une clinique privée. Et des proches demandaient l'arrêt de ses traitements. Dans la famille, là encore, il n'y avait pas réellement de conflit familial, il y avait des désaccords sur la façon d'obtenir l'arrêt des traitements éventuellement, mais personne n'était a priori défavorable à l'arrêt des traitements. L'équipe médicale à côté de ça, elle aimait beaucoup sortir la patiente de son lit, la mettre dans un fauteuil, la balader dans les couloirs, lui parler de façon extrêmement infantilisante. Beaucoup de médecins vous parlent quand vous êtes conscient de façon extrêmement infantilisante. Imaginez comment ils vous parlent quand vous n'êtes pas capable de répondre. Et donc il la mettait dans le bureau des infirmiers, tout le monde lui parlait, tout ça. On sait très bien que le peu de conscience qu'on décelait quand on en décelait lui permettait pas de savoir qui lui parlait, pourquoi, ce qu'on lui disait. Et donc on sait très bien que cette façon de faire faisait plaisir à l'équipe médicale, mais n'était pas forcément respectueux de la personne qu'elle était. Donc mes clients ont demandé l'arrêt des traitements. Donc il y a une procédure médicale qui a été engagée, qui a duré plusieurs années. Au bout de 2 ans, j'ai dit ça commence à bien faire, je suis allé au tribunal. Et le tribunal m'a dit non, mais il n'y a pas de décision qui a été prise, donc vous n'avez pas le droit de demander quoi que ce soit. Donc en gros, juridiquement, c'est pas très compliqué. Si vous êtes un médecin qui est du côté de la vie à tout prix, on vous demande d'arrêter des traitements, vous dites « je vais y réfléchir », et vous le dites pendant 10 ans, et ça passe. Et c'est caricatural, mais malheureusement, c'est comme ça. Le débat était là encore strictement médical, c'est-à-dire que la patiente respirait toute seule et on suspectait la présence éventuelle d'une infime conscience, comme je vous l'ai dit. Donc, du point de vue du médecin, les conditions posées par la loi n'étaient pas remplies. D'autres médecins vous diront que les conditions posées par la loi étaient parfaitement remplies. Mais ça rejoint encore la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aucun des 3 critères n'était rempli, donc il n'y avait pas d'obstination déraisonnable. Et donc vous voyez que vous avez 2 logiques qui me permettent de faire le lien entre religion et gestion, puisque quand j'évoquais la religion et les théocraties, je disais qu'il y avait souvent dans les décisions supposément religieuses un certain cynisme et un certain opportunisme qui mettait en avant d'autres choses que la religion, évidemment. Là, c'est la conséquence de la loi telle qu'elle a été pensée et appliquée. Vous avez dans le public des gens qui débranchent extrêmement facilement et très rapidement, après 15 jours en service de réanimation, qui refusent qu'on les empêche de débrancher, pour la simple et bonne raison que ça a un coût de maintenir en vie. Un patient d'hôpital public que vous maintenez en vie comme ça représente un coût. Et il passe souvent parce que c'est en 15 jours que l'état du patient n'est pas forcément consolidé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quel sens il peut évoluer. On passe souvent par du probabilisme. On ne recherche même pas une certitude scientifique qui, du reste, n'existe pas forcément, mais de laquelle on tente de s'approcher. Là, on ne tente même pas de s'en approcher. On parle de probabilité. Dans le privé, en revanche, les patients rapportent aux actionnaires. Plus vous avez de patients, plus vous pouvez construire de cliniques privées, plus vous avez des actionnaires, plus vous avez des clients, parce que ça devient ça. Et le but dans ces cliniques privées, c'est de les maintenir en vie le plus longtemps possible. Ça, c'est la raison pour laquelle ce qu'on appelle la mouvance pro-vie, qui est donc favorable à la vie à tout prix, a totalement investi les cliniques privées. Dans l'affaire Vincent Lambert, il y a énormément de tribunes qui sont sorties de soi-disant 70 médecins qui s'opposaient à l'arrêt des traitements de Vincent. Tous venaient du privé. Et donc, ce que je viens de vous dire, c'est que la loi protégeait ces gens-là.
La loi a été rédigée pour protéger la mouvance pro-vie. La mouvance pro-vie, elle est exclusivement religieuse. Donc la loi est faite pour protéger la vision religieuse de certains médecins, y compris contre les patients eux-mêmes. C'est toujours au nom du droit à la vie des patients qu'ils invoquent. Le but du jeu, entre guillemets, dont sont otages les patients, c'est finalement pour les médecins gestionnaires du public de tarir la source des cliniques privées. C'est-à-dire que s'il n'y a plus aucun patient qui sort de réanimation pour aller en clinique privée, les cliniques privées n'ont plus de patients pour se maintenir en vie. Ça, c'est une vision qui est plutôt gestionnaire et médicale de la fin de vie. Et je vous ai cité justement l'article de la santé publique sur la mort parce que faut comprendre le réflexe des médecins, entre guillemets, c'est-à-dire de là où ils parlent, ce qu'ils ont étudié et quel lien ils font entre l'obstination déraisonnable et leurs études en médecine. L'obstination déraisonnable est nécessairement liée à la définition que j'ai donnée de la mort avec, comme je vous l'ai dit, des visions différentes d'un médecin à l'autre, notamment entre le clinique et entre le privé et le public, par exemple. Pour nombre d'entre eux, on ne peut décider d'arrêter des traitements que si on voit que les critères de la mort, certains d'entre eux commencent à être atteints et que d'autres vont être atteints assez rapidement. En gros, on considère que la médecine a fait tellement de progrès qu'il faut qu'elle repousse les limites de la mort et que donc, par conséquent, il faut repousser les limites de la définition de la mort. C'est ça, en gros, la logique de la loi Leonetti. Là, j'ai parlé des personnes inconscientes. Pour les personnes conscientes, c'est le deuxième article que je vais vous citer. C'est seulement une partie de l'article que je vais vous citer, l'article L1110-5-2 du Code de la santé publique. À la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants. Lorsque le patient est atteint d'une infection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement. Je vais m'arrêter 2 secondes sur la souffrance réfractaire au traitement. Le terme de réfractaire, c'est encore une fois un terme médical. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun médicament qui peut empêcher la souffrance. Scientifiquement, c'est très compliqué de prouver que quelqu'un souffre ou ne souffre pas. Nombre de médecins considèrent qu'avant, il y avait un problème de traitement qui était inadapté à la souffrance, mais que maintenant, ça n'existe plus. C'est-à-dire que c'est écrit dans la loi qu'il faut qu'il y ait des conditions, soit la souffrance réfractaire. Le législateur l'a écrit en sachant pertinemment que beaucoup de médecins ne croyaient même pas à l'existence de la souffrance réfractaire. Le deuxième cas dans lequel on peut donc avoir une sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est lorsque la décision du patient atteint d'une infection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable. Souffrance insupportable, ce serait une formulation qui est un peu plus subjective, un peu plus propre au patient. Et là encore, on voit que c'est une tentative d'essayer de mettre le patient un peu plus au cœur de la décision, mais ça reste une tentative et beaucoup de médecins la refusent. C'est-à-dire qu'on parle d'un patient qui décide de lui-même d'arrêter des traitements et qui considère que ses souffrances sont insupportables. Donc au final, on voit que les données sont principalement médicales et que le médecin doit connaître à court terme les conséquences de l'état du malade. C'est-à-dire qu'à court terme, toujours en se rapprochant de la définition de la mort, il sait quelles conséquences vont intervenir, qui vont en cascade, des réactions en cascade qui vont entraîner l'arrêt de la respiration, l'arrêt du cœur, l'arrêt de la ventilation, etc. Donc on est toujours dans cette définition finalement de la mort, même pour les patients qui sont en état de s'exprimer. On ne parle pas d'irréversibilité, par exemple. L'irréversibilité d'un état ou le fait que l'état empire, ça n'est pas le sujet de la loi. Le sujet de la loi, c'est vraiment qu'il faut que vous soyez très proche de la mort. Pour revenir sur la laïcité et la fin de vie, lorsqu'on évoque l'arrêt des traitements, c'est-à-dire qu'on arrête des traitements, c'est présenté comme un acte où le médecin n'a pratiquement pas de responsabilité. Il dit c'est fini, il arrête, et la nature fait le reste. Ça, c'est leur définition de la chose. Pour en avoir parlé avec beaucoup de médecins, il y a quelque chose, là encore, de religieux dans cette façon de faire, puisque vous avez un lien avec l'éternité qui n'est pas cassé parce que la mort n'est pas interrompue de façon nette par le médecin. C'est ça leur logique, c'est-à-dire on laisse la nature faire. Sauf que quand on débranche, on ne laisse pas que la nature faire, on débranche. Mais ce que eux prétendent, c'est que le fait de débrancher fait qu'ils n'y sont pour rien dans la mort du patient et que c'est juste la nature qui a fait les choses. C'est-à-dire qu'on en revient à cette définition de la religion qui envahit l'espace public dont je parlais tout à l'heure, une façon de déresponsabiliser quand on prend une décision, une façon de se penser comme
celui qui laisse la divinité faire son travail finalement. C'est-à-dire la médecine va trop loin et la médecine empêche ce qui devrait se faire d'être fait. Et donc, l'être humain se retire. C'est exactement l'inverse que ce dont je vais parler plus tard, c'est-à-dire l'aide active à mourir, où c'est un choix du patient et où c'est pas exclusivement médical. L'arrêt des traitements entraîne souvent un corps en grande souffrance. Moi, Vincent, je l'ai entendu étouffer pendant toute une nuit parce que j'ai passé une seule nuit avec lui. C'était assez atroce à écouter. Et on le shoot de médicaments pour être sûr qu'il ne ressent pas la souffrance, mais clairement son corps souffre. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il n'est pas conscient que son corps ne souffre pas. Il y a de la souffrance dans son corps. Alors un médecin vous dirait que ce n'est pas vrai, puisque la souffrance, médicalement, c'est quelque chose de ressenti. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de souffrance. C'est ça leur logique. Mais sauf que quand vous connaissez le terme populaire de souffrance et que vous voyez un corps comme ça, vous voyez qu'il y a une souffrance. Et ça me rappelle un tout petit peu une vision catholique que je connais bien, de la souffrance qui est rédemptrice et salvatrice d'un être humain. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire, il va se rapprocher de Dieu, il est en train de se rapprocher de Dieu, il se lave, quelque chose comme ça. C'est la seule chose qui justifie qu'on laisse faire cette souffrance sans aller un peu plus loin et un peu plus vite, de mon point de vue en tout cas. Donc tout ça fait que c'est comme si c'était le médecin qui n'avait rien décidé quand il arrête des traitements. Pourtant, quand il arrête des traitements, ça provoque un étouffement, ça provoque une mort par dénutrition et déshydratation ou par les complications que l'absence d'eau et de nourriture entraîne. Mais de son point de vue, il n'est que l'instrument d'une mort pratiquement accomplie. Une façon de voir qui est très religieuse de mon point de vue. La loi, c'est un dogme religieux et médical. Cette loi-là, en tout cas. Et nous sommes donc loin d'une certaine laïcité. Donc si on fait le bilan de tout ça, vous avez du religieux d'une part et de la gestion d'autre part, les deux se rencontrant, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, constate que la médecine peut repousser les limites de la mort et qu'il convient d'adapter la définition de la mort à ce fait, notamment pour des raisons budgétaires. Il faut savoir que Jean Leonetti, qui est l'auteur des lois de 2005 et de 2016, pour avoir parlé à de nombreux journalistes qui lui ont parlé, à peu près tout le temps en off, même si parfois il le dit du bout des lèvres, il se félicite tout le temps d'avoir obtenu, pour faire voter sa loi, l'accord des trois principales religions monothéistes de France. C'est pour lui un argument pour vendre sa loi. Et c'est une des premières choses qu'il dit aux journalistes quand il l'appelle. Il faut aussi savoir qu'il est farouchement opposé à tout ce qui pourrait ressembler à une interruption nette de la vie, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Donc concrètement, pour maintenir ce dogme, il a besoin des organisations confessionnelles, notamment en tant que lobby politique. Et il s'appuie sur elles. Et c'est notamment ça qui explique un des éléments de langage des défenseurs de la loi, qui est l'apaisement. Lui a réussi à obtenir l'apaisement puisqu'il a réussi à calmer les religions, puisqu'il a réussi à obtenir leur accord. Aller plus loin, à l'inverse, ne les calmerait pas. Donc l'idéal est de maintenir un statu quo pour ne pas se mettre à dos les religieux. C'est ça sa logique. Donc c'est une logique qui est revendiquée comme étant plutôt religieuse. Et c'est ce qui explique le lien que j'ai fait tout à l'heure entre les pro-vie d'un côté et les défenseurs de la loi Leonetti de l'autre, tous les autres étant totalement exclus. En fait, vous avez la fin de vie en France qui est basée sur une vision religieuse au sein de laquelle divers courants religieux s'expriment, comme au Vatican finalement. Les personnes sincèrement convaincues par la loi Leonetti, celles qui interprètent la volonté divine comme leur permettant de laisser partir, puisque finalement la médecine serait en porte-à-faux avec la religion, avec le libre cours de la religion, je dirais que ce serait plutôt des jésuites. Et ceux qui se servent de la loi Leonetti pour rétro-pédaler, c'est-à-dire pour revenir en arrière, c'est-à-dire pour imposer la vie à tout prix, qui ont une interprétation de la loi qui systématiquement va dans le sens de la vie à tout prix, ce serait plutôt ceux qui sont l'Opus Dei ou la Fraternité Saint-Pie-X dans la religion catholique. La Fraternité Saint-Pie-X, c'était la mouvance à laquelle appartenaient les parents de Vincent, par exemple. Le premier médecin qui voulait arrêter les traitements de Vincent, il venait du parti de Christine Boutin. Leonetti aussi se réclame du catholicisme. C'est-à-dire que c'est une loi qui est clairement religieuse avec une cohabitation de divers courants religieux en son sein. Et un refus de tout ce qui n'est pas religieux. Donc ça, c'était une longue partie, destinée à poser le débat et à évoquer le côté dogmatique et politique et religieux de la loi actuelle et à vous donner une première définition de ce que pouvait être la fin de vie pour cette mouvance. Je vais tenter maintenant de dessiner une définition que moi je qualifierais plus humaine de la fin de vie, c'est mon appréciation, en sachant qu'il y a probablement autant de définitions de la fin de vie qu'il n'y a d'êtres humains, puisque plus on rentre dans les
dans les spécificités d'un sujet, plus il y a des branches qui se créent. Quand on parle de fin de vie, souvent on évoque ce qui, me semble-t-il, est une impasse. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve dans une impasse et qui préfère mourir plutôt que de rester en vie. Quelqu'un qui est dans une situation où tous ses repères, tout ce qui lui permettait de profiter un tant soit peu de la vie, tout ça n'existe plus ou disparaît petit à petit. Ça peut être physique. On évoque souvent la maladie de Charcot, par exemple. La maladie de Charcot, c'est une maladie dégénérative, donc qui est progressive, qui petit à petit vous empêche de bouger. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez attraper des choses, après vous pouvez bouger le bras, mais vous n'arrivez plus à attraper quoi que ce soit. Puis vous n'arrivez plus à manger, puisque vous n'avez une contraction au niveau de la gorge qui fait que vous ne pouvez plus faire passer d'aliments. Vous avez beaucoup de mal à mâcher en plus. À la fin, vous ne pouvez même plus respirer, puisque tout est bloqué. Et quand vous êtes atteint de cette maladie, vous n'êtes pas en fin de vie au sens de la loi actuelle. Mais ça peut être aussi une impasse psychologique. On peut évoquer une dépression très forte, où on se sent incapable de continuer de vivre. Pour certains tenants de la fin de vie, enfin pour certaines mouvances de la fin de vie, devrait être écouté aussi. Donc, lorsqu'on parle de fin de vie, vous avez en gros 3 blocs, j'en ai évoqué 2, ceux qui sont plutôt du côté du maintien en vie à tout prix, ce qu'on appelle les pro-vie, ceux qui sont plutôt du côté de l'arrêt des traitements, qui est plutôt la loi Leonetti, et vous en avez d'autres qui sont favorables à ce qu'on appelle l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est-à-dire un acte qui est assumé en tant que tel, et surtout où on recherche la brièveté pour empêcher la souffrance. La différence entre euthanasie et suicide assisté réside dans le fait que dans le premier cas, c'est le médecin qui pratique l'acte, alors que dans le second, c'est la personne elle-même. Et encore au sein du suicide assisté, vous avez beaucoup de façons de faire différentes. Cela va de la pilule que la personne prend elle-même, qui est prescrite par un médecin. Donc elle a la pilule sur elle 24 heures sur 24, elle la prend quand elle veut, ou elle ne la prend pas. En tout cas, la pilule est à sa disposition et ça peut la rassurer. Et ça va de ça à un mécanisme médical qui est relativement lourd, où tout est préparé par le médecin, et le patient intervient en dernier lieu, c'est-à-dire que c'est lui qui déclenche le mécanisme. Et si elle ne le fait pas, ça signifie qu'il faut tout recommencer, c'est-à-dire reprendre un rendez-vous, aller dans le même lieu qui a déjà été choisi, pour tout refaire depuis le début. Le euthanasie et suicide assisté, je les regrouperai sous le sigle aide active à mourir. C'est-à-dire que les définitions, je vous les ai données, il y en a une qui est moins médicalisée que l'autre, une où le médecin a moins sa place que l'autre. Ça veut dire que le médical n'a pas sa place. Les constatations médicales peuvent avoir leur place autant dans l'une que dans l'autre, mais la place du médecin n'est pas la même, et la place d'instruments médicaux relativement lourds n'est pas la même. Dans la mouvance qui défend donc l'aide active à mourir, vous avez des gens qui sont favorables à une liberté totale, c'est-à-dire quiconque demande doit pouvoir avoir accès à l'aide active à mourir. En général, ils ne se présentent pas comme ça, Ils cherchent des médecins alibis et ils créent divers concepts qui n'ont pas grand-chose de médical, mais qui sont mis en avant par des médecins qui prétendent que ces concepts sont médicaux pour pouvoir obtenir finalement le droit, pour pouvoir accéder à toutes les demandes. La principale étant la souffrance psychique, c'est-à-dire quand vous avez souffrance psychique, en général, ça veut dire liberté totale, puisqu'il est quand même très compliqué d'affirmer qu'une personne qui demande à mourir ne souffre pas psychiquement. En général, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous avez d'autres personnes qui pensent qu'il doit y avoir une justification médicale. Mais pas au sens où je l'ai précédemment décrite, c'est-à-dire pas en fonction des 3 critères qui vous rapprocheraient de la mort, mais plutôt de critères d'irréversibilité d'un état et de souffrance pour le patient. Je vous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la souffrance insupportable évoquée par la loi et la souffrance réfractaire. 2 articles de loi qui sont finalement assez différents l'un de l'autre, puisqu'il y en a un qui est extrêmement médical et l'autre qui est un peu plus subjectif pour le patient, qui laisse un peu plus de place au patient. Donc comme j'ai dit, le marqueur entre ces 2 visions se voit principalement dans la volonté ou non d'ouvrir l'aide active à mourir aux maladies psychiques, justement. C'est-à-dire à un moment où l'impasse dans laquelle se trouve la personne n'a pas de réelle justification physique, mais est exclusivement intellectuelle. Et à partir de là, je peux dégager 2 autres définitions de la fin de vie. Vous en avez une qui dit « la fin de vie est ce moment où une personne décide que c'est la fin ». Vous n'avez rien à dire, elle décide que c'est la fin. Et vous en avez une autre qui est « la fin de vie est ce moment où, à la fois subjectivement et sur des critères physiques, une personne considère que c'est fini, et elle peut considérer que c'est fini puisque physiquement, son état ne s'améliorera pas ou va encore se dégrader ». La limite entre les deux est très fine, mais elle est, de mon point de vue, fondamentale. La seconde définition, a priori, est majoritaire dans la population. Les sondages évoquent principalement l'euthanasie, rarement le suicide assisté, parce qu'on est dans un pays extrêmement médicalisé et où le médecin a une place prépondérante.
C'est d'ailleurs ce qui permet le vote des lois Leonetti, puisque quelque chose aussi outrageusement, qui met aussi outrageusement le médecin en avant, n'aurait pas forcément pu être voté dans tous les pays. Mais la plupart des sondages ne font pas de distinction entre l'euthanasie liberté totale ou euthanasie liberté conditionnée. Donc vous avez en règle générale 90-95% des personnes interrogées qui sont favorables à l'euthanasie, et à ma connaissance, il y a eu un sondage où on disait « Est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie pour quiconque le demande ?» et où vous aviez 36%, je crois, des gens qui étaient favorables. Donc vous avez une grosse différence finalement, dès que vous entrez un petit peu dans les détails. L'intérêt de rentrer dans les détails, c'est que justement, plus on rend le débat concret, plus on peut en parler, plus on peut espérer qu'une loi soit votée. C'est-à-dire qu'en face, les défenseurs de la loi Leonetti s'appuient sur le fait que l'euthanasie serait une liberté totale, qu'ils sont contre la liberté totale, et que quand on leur met des sondages 90-95%, ils vous disent « Oui, mais ces gens-là ne comprennent pas que l'euthanasie est une liberté totale, c'est pour ça qu'ils sont d'accord, sinon ils ne seraient pas d'accord. » Et donc ça leur va très bien qu'on reste sur quelque chose qui n'est pas spécifique, qui n'est pas distingué, où il n'y a pas de distinction au sein de l'euthanasie, ni même d'ailleurs du suicide assisté, puisque si on parle de suicide assisté, c'est pareil, on remet un petit peu en cause la place du médecin, ce qui n'est pas forcément l'idéal pour les défenseurs de la loi Leonetti. Donc dans la population, de mon point de vue, vous avez une majorité qui est favorable à ce qu'il y ait des conditions pour obtenir l'aide active à mourir. En revanche, au niveau des militants pour l'euthanasie et ou le suicide assisté, c'est plutôt la première définition qui est majoritaire. Et c'est en ça que, de mon point de vue, souvent ils servent la cause en fait des défenseurs de la loi Leonetti, c'est-à-dire une liberté absolue. Alors, de mon point de vue, la vie n'est pas un concept religieux, et on peut tout à fait considérer que la vie est à protéger sans être religieux. Je le précise, puisque laïcité, on pourrait dire que quiconque protège la vie est religieux. Je l'ai déjà entendu justement de la part de militants. En revanche, moi, je serais tenté de pousser la logique de la responsabilité. C'est-à-dire que quand vous avez une forme de liberté totale qui peut exister dans certains pays, notamment en Belgique par exemple, le médecin vous dit « Qui suis-je pour juger ?» C'est-à-dire, j'ai quand même préparé une seringue, j'ai quand même approché du bras d'un patient dont je sais qu'il va mourir si j'appuie sur la seringue. Et ensuite, quand on me pose la question, je dis « C'est lui qui m'a demandé, j'ai rien décidé. » Le médecin a décidé quand il fait ça, évidemment. De même pour le patient, on peut considérer qu'il doit faire reposer sa demande sur des cas concrets, sur du concret, c'est-à-dire je comprends médicalement quel est mon état, je comprends médicalement quelle sera son évolution, et c'est ce qui m'amène à vouloir mourir. Et non pas accepter que, alors que physiquement tout va très bien, ils vous disent « Oui, mais j'ai décidé que c'était fini parce que quelque chose m'est tombé dessus, je me sens dans une impasse et j'ai envie de mourir. » De mon point de vue, justement, on parle d'émancipation, enfin la laïcité c'est souvent l'émancipation. L'émancipation, c'est souvent ne pas accepter intellectuellement des choses qui viendraient, qui tomberaient du ciel, et ne pas accepter que des choses qu'on subit intellectuellement soient tellement prégnantes qu'on doit y obéir absolument. Donc moi je fais un lien justement entre laïcité et fin de vie, aussi bien au niveau de la loi Leonetti que d'une forme d'aide active à mourir qui serait absolument totale pour les gens qui décideraient, ou sous couvert de décision en réalité subiraient le fait de ne plus en pouvoir, et que ce problème serait réglé par la mort. Donc je pense que le fait simplement de se sentir dans une impasse ne peut être par lui-même un critère de fin de vie, notamment parce qu'il est impossible pour quiconque en réalité de savoir de quoi l'avenir sera fait, quelles seront les rencontres, qu'est-ce qu'on va penser après-demain. Ça, personne ne le sait. Et donc je parle évidemment des maladies psychiques, dont certaines sont d'ailleurs cycliques. C'est-à-dire que vous avez des pays par exemple qui ont légalisé l'aide active à mourir, y compris pour des maladies psychiques, mais certains d'entre eux refusent pour les maladies qui sont cycliques. C'est-à-dire quand une personne, quand elle monte, elle prépare la descente, si à ce moment-là elle demande quelque chose, on lui dira non parce que c'est très bien qu'après-demain, elle sera dans un autre état. Là encore une fois, je donne mes opinions, mais j'évoque aussi les définitions, j'essaie de brosser un panel large, mais en disant d'où je parle, c'est-à-dire sans cacher quelles sont mes opinions. Donc pour résumer, quand vous avez un cancer qui vous ronge et que vous ne pouvez pas lutter contre par des traitements appropriés, c'est-à-dire que vous savez que vous ne vous en sortirez pas, vous pouvez lutter contre lui une ultime fois en l'empêchant de vous prendre petit à petit tout ce qu'il vous reste, en sachant que si vous avez 3 semaines de fin de vie atroces, tous les souvenirs de votre vie seront masqués par cette souffrance, ce qui n'est pas la meilleure façon de finir. En revanche, lorsque vous êtes en proie à une dépression, le fait de mourir, ça fait gagner la dépression. De mon point de vue, c'est-à-dire que vous obéissez à la dépression. Et les deux sont totalement différents. D'autant que, de mon point de vue, les maladies psychiques révèlent aussi souvent une sensibilité différente,
une façon d'être au monde différente. On a classé ça comme maladie parce qu'il y a de la souffrance, mais la perception des choses est forcément une façon d'être différente qui peut être utile à la société. De mon point de vue, c'est pas pragmatique, mais c'est un choix de société que de dire qu'une façon d'être différente peut signifier qu'on a le droit de mourir. C'est quelque chose qui, moi, me pose problème. De même au niveau des suicides, je parle pas de suicide assisté, je parle de suicide. Le nom de suicide assisté est d'ailleurs, de mon point de vue, assez malheureux, mais ça révèle l'opinion des personnes qui le défendent, c'est-à-dire que, de leur point de vue, si on légalise le suicide assisté, il n'y a plus de suicide. Parce qu'on a très bien vu que dans les pays où c'était le cas, il continue d'y avoir des suicides. Et vous avez plusieurs formes de suicide, là encore. Alors, il faudrait une réunion entière pour en parler. Mais en gros, vous avez des personnes qui n'en peuvent plus, qui sont encore donc dans une impasse psychique, mais qui veulent simplement disparaître. C'est-à-dire sans faire de peine aux proches. Vous avez beaucoup de gens qui s'isolent pour mourir, qui essayent d'avoir un dernier repas avec des proches sans leur dire quoi que ce soit. Et les proches ensuite se demandent qu'est-ce qui s'est passé parce qu'il avait l'air très bien, il était très souriant, il était très gentil. Et vous avez des suicides qui sont extrêmement agressifs. C'est-à-dire une mise en scène extrêmement sordide dans un endroit où on sait que telle ou telle personne va nous découvrir et sera probablement traumatisée à vie. Je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, je vous pose simplement la question. Entre ces deux façons de faire, c'est un peu caricatural, mais c'est deux extrêmes en réalité du suicide. À votre avis, quelle façon de faire serait encouragée par la loi et qui se servirait d'une procédure où la société lui dit qu'il a le droit de penser que sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue du fait de ce qu'il est intellectuellement parmi les deux catégories évoquées. La personne qui se cache, elle continuera de se cacher si vous légalisez le suicide assisté. En revanche, la personne qui peut avoir un fondement agressif dans son suicide, pour faire accepter à ses parents, par exemple, que sa vie ne vaut rien, elle sera plutôt tentée d'en passer par la loi. Donc c'est peut-être un petit peu fort, mais en tout cas, c'est mes opinions sur le sujet. Tout ça pour dire que j'y suis, à titre personnel, plutôt favorable à une loi qui serait totalement hermétique aux pathologies psychiques. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, s'il est dépressif, il n'a pas le droit de... Voilà. Mais il faut se concentrer sur le côté cancer. Et après, si lui peut réfléchir de façon libre et éclairée, et un dépressif peut réfléchir de façon libre et éclairée, on doit prendre sa parole et on n'a pas à juger le reste. Pour finir, la question qui se pose selon moi, donc, du coup, c'est comment faire une loi dont la rédaction est nécessairement courte, parce que vous ne faites pas des lois qui font des pages et des pages qui abordent tous les cas, ça n'existe pas, mais une loi courte dont l'application permettrait à la fois d'éviter que les personnes qui n'entrent pas dans son cadre puissent obtenir de mourir, c'est-à-dire repousser les limites de la loi petit à petit jusqu'à une liberté totale, mais aussi une loi où celles qui ont le droit d'en bénéficier puissent en bénéficier, nonobstant l'opinion du médecin qui les prend en charge. Parce que quand on parle de fin de vie, c'est un sujet plus que sur à peu près n'importe quel autre, et plus que sur l'avortement dont que je vais évoquer juste après. On n'a pas forcément le choix de son médecin traitant. C'est-à-dire qu'on peut être hospitalisé dans un endroit, on ne peut plus bouger, et on a un médecin qui décide de tout. Et on n'a aucun recours. J'évoquais au début de mon intervention le lien que je faisais entre laïcité et justice. Donc c'est forcément mon prisme puisque je suis avocat. Mais moi, il me semble que ça passerait par là. C'est-à-dire que pour que la loi soit appliquée, il faut nécessairement réduire la liberté du médecin au profit de celle du patient, sans déresponsabiliser. C'est-à-dire que le lobby des médecins prétend confondre perte de pouvoir et déresponsabilisation. Il vous explique, si jamais vous avez porté atteinte à son pouvoir, le médecin ne sera qu'une chambre d'enregistrement, il sera déresponsabilisé, etc., etc. Non, il reste responsable, justement parce qu'il a moins de pouvoir. C'est-à-dire que si le médecin a moins de pouvoir, il a nécessairement plus de responsabilités. Il n'a aucune obligation de pratiquer un acte qu'il ne veut pas pratiquer. En revanche, il a l'obligation d'écouter son patient et d'appliquer la loi, et de permettre à la loi d'être appliquée. En revanche, si l'interprétation de la loi est laissée à chaque médecin, chacun l'interprétera comme bon lui semble et se servira de sa position pour trouver des justifications médicales là où il n'y en a pas, dans un sens ou dans l'autre. Je vous ai évoqué déjà la loi Leonetti qui ne va pas très loin, et des médecins qui considèrent que pour un patient en état végétatif, les conditions ne sont pas remplies. Alors que beaucoup de médecins vous disent que si, les conditions sont largement remplies. Et le Conseil d'État aussi l'a dit. Lorsqu'on parle de fin de vie, on parle de la finitude de l'être humain. Tout être humain y est confronté et tout être humain se pose la question. Aucun être humain ne se pose jamais la question de la fin de vie. L'angoisse de la mort, c'est un truc à l'adolescence que tout le monde a, principalement à l'adolescence, on le découvre. On fait ce qu'on peut pour faire avec, parfois très bien, parfois moins bien. On se trouve des raisons de vivre, c'est aussi un moteur. Enfin, ça enclenche plein de choses. Vous avez donc des médecins qui prétendent vous protéger de ces questions en vous expliquant que laissez-les faire, ça va le faire, vous n'avez pas à y penser. Moi, je pense plutôt que c'est un sujet qui est ô combien universel
Et surtout, c'est un sujet qui est très complexe, mais qui ne demande aucune connaissance particulière. C'est-à-dire que cette complexité, on y est tous confrontés, qu'on le veuille ou non. Moi, la complexité du droit, j'y suis confronté parce que je suis avocat, mais quelqu'un qui n'est pas juriste, il n'y est pas confronté. La complexité de la médecine, c'est pareil. La complexité de l'angoisse de la mort, la fin de vie, la finitude, la maladie, tout ça, ce sont des choses auxquelles on est tous potentiellement confrontés. En tout cas, on y réfléchit tous d'une façon ou d'une autre. Et ça demande une certaine capacité, parfois, de mettre des mots sur des choses indicibles comme la mort et ce que c'est. Et cette capacité-là, encore une fois, elle n'est pas propre à telle ou telle profession. Même si, quand il s'agit de mettre des mots, les littéraires, on peut penser qu'ils sont un peu plus aptes que, au hasard, les scientifiques. Donc la seule barrière de mon point de vue, c'est jusqu'où la société accepte d'aller. C'est la seule question qui doit se poser. Et à partir du moment où on a répondu à cette question, la liberté est totale, simplement elle est totale dans le cadre qu'on a défini. La peur de la mort, c'est le moteur principal de l'être humain. La recherche d'éternité, ça s'appelle la reproduction. C'est quelque chose d'assez important aussi chez l'être humain, en général. Certains disent même que tout l'être humain est construit là-dessus. Le fait de vouloir laisser une trace, c'est aussi ce qui motive beaucoup de gens, y compris dans les livres d'histoire, c'est assez flagrant, cette volonté de laisser une trace pour pouvoir toucher une forme d'éternité. Et ça m'amène à évoquer l'avortement, justement. Lorsqu'on a évoqué pour la première fois l'avortement, ça allait nécessairement contre ce besoin d'éternité. Pourquoi s'en prendre à la volonté de l'être humain de se survivre? C'était ça, en gros, la question qui était posée par les opposants de l'avortement. Et ensuite, c'est par le débat qu'on a révélé que la motivation principale des femmes qui défendaient ce droit, c'était pas d'éteindre la civilisation, contrairement à ce qu'on a pu dire à l'époque. Et d'ailleurs, on voit très bien que ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais ça découlait d'une confrontation très personnelle à un moment où le corps et l'esprit n'étaient pas aptes à faire naître un enfant dans des conditions qui permettaient son développement. Là, je parle de quelque chose qui ne me concerne pas, mais c'est en gros ce que j'ai compris. Pour la fin de vie, on s'attaque exactement à la même chose. On s'attaque aussi à l'éternité, on s'attaque aussi à la civilisation qui pourrait faire que tout le monde meure, qu'on choisisse sa fin de vie quand on veut, etc., etc. Et donc, quand on s'attaque à la fin de vie, on s'attaque aux mêmes dogmes et aux mêmes croyances que j'ai évoquées, c'est-à-dire la fin de la civilisation et l'arrêt de la vie, que ce soit l'avortement ou la fin de vie. J'ai évoqué l'arrêt des traitements, qui était un état très proche de la mort, et le médecin laissant la nature faire le reste, sans interrompre la vie. Ça, c'est une vision, comme j'ai dit, qui s'avère souvent religieuse, mais qui ne veut pas entendre parler d'aide active à mourir, c'est-à-dire pas d'arrêt brusque de la vie. Et pour ces défenseurs, et c'est là leur force, cette loi est pragmatique et permet d'appréhender ce sujet sans militantisme. C'est-à-dire que l'aide active à mourir serait militante, eux seraient pragmatiques. Et en fait, c'est une façon de faire qu'on ne pouvait pas avoir avec l'avortement. L'avortement, vous ne pouvez pas avorter à moitié. Vous êtes obligé d'avorter ou de ne pas avorter. Là, ce qui a été créé par le législateur, qui sentait venir quelque chose, c'est justement évoquer un sujet sans se mettre à dos les profits. Sauf que quand vous évoquez un sujet comme celui-là, que vous ne vous mettez pas à dos les profits, il n'est pas souhaitable de se mettre à dos les profits, mais c'est juste que ce n'est pas normal. Si les profits ne réagissent pas quand vous votez une loi comme celle-là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la loi. D'autant que la définition médicale de la mort ou de ce qui s'en rapproche, ça ne coïncide pas nécessairement avec l'état de souffrance du patient ou avec son futur, entre guillemets. J'en ai parlé pour la maladie de Charcot, par exemple. Vient ensuite la vision que chacun a de la dignité. Et la loi, vous avez une association assez connue qui s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est un terme qui maintenant fait partie du débat public. Et donc la loi a repris le terme de dignité, mais simplement pour après l'arrêt des traitements, pas avant. Le terme de dignité n'existe pas avant l'arrêt des traitements. C'est une fois qu'on a décidé l'arrêt des traitements, le médecin fait en sorte de préserver la dignité du patient. Et ça, pour moi, c'est un non-sens, puisque décider qu'une personne peut mourir puisque son état médical est, alors pour le coup, purement objectivé par le médecin, sans nécessairement la volonté du patient, et ensuite débrancher de façon déresponsable, en prétendant n'y être pour rien, et laisser de longs jours, voire même des semaines d'agonie, au cours desquelles on l'endort pour être sûr qu'elle ne souffre pas, ce dont du reste on n'est pas sûr. Là, pour moi, on est quand même assez loin de la dignité. En tout cas, si la dignité a une définition subjective, on peut dire que cette définition-là est extrêmement minoritaire. La plupart des gens ne voient pas ça comme un état digne. C'est en ça que, pour moi, l'arrêt des traitements est hautement idéologique, contrairement à ce que prétendent ceux qui le défendent. Donc vous avez toutes ces visions, et plus encore de l'éternité, de ce qu'est la vie, de ce qui relève d'une construction qui provient de soi, qu'on a
tout fait, j'ai pratiquement fini. Et vous avez de ce qui relève d'une réception, c'est-à-dire qui provient d'autrui ou de la nature. Les deux existent chez tout un chacun, en tout cas je pense. C'est-à-dire qu'on décide de certaines choses, on ne décide pas d'autres. Il y a des choses qu'on subit et des choses qu'on décide. Il y a des choses qu'on construit et des choses qu'on ne construit pas. La question, c'est jusqu'à quel point on construit. Et la laïcité, c'est plutôt construire le maximum. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut construire, on le construit. Tout ce qu'on peut décider, on décide qu'on le décide humainement, en responsabilité. La religion, c'est plutôt l'inverse. Alors, je ne parle pas de la religion personnelle, je parle de la religion en tant qu'organisation. Parfois, on décide qu'on ne décidera pas, par exemple. Ça reste une décision. On décide qu'on ne décide pas. Et ceux qui décident qu'ils ne décident pas, en général, ce sont plutôt des gens qui sont du côté du pouvoir, contrairement à ce qu'ils prétendent, plus que du côté de l'humilité. Je décide que je ne décide pas parce que je suis humble. Pour moi, ça c'est proche de l'obscurantisme et d'une vision théocratique, puisqu'on prétend dans ces conditions que la volonté de ne pas décider provient d'une force supérieure dont on serait le porte-parole, nécessairement. C'est de mon point de vue un autre lien que l'on peut faire entre partisans de la vie à tout prix et partisans des arrêts des traitements, c'est-à-dire que les deux décident de ne pas décider. L'intérêt d'en passer par une juridiction qui veille à la bonne application de la loi, pour moi, c'est de permettre aux gens qui le souhaitent de pouvoir bénéficier d'une liberté, car il ne s'agit pas d'une obligation, tout comme pour l'avortement, personne n'était obligé d'avorter, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, il s'agit d'une liberté, et d'empêcher tout jugement de ce que cela représente pour cette personne. Pareil que l'avortement, c'est-à-dire que le médecin n'a pas à juger, il a juste à donner un autre numéro de téléphone si jamais il considère que lui ne veut pas le faire. Et donc on se focalise simplement sur les conditions posées par la loi, principalement sur l'état médical, le reste relevant du choix de la personne, au besoin d'interprétant la loi. Mais ça relève du choix de la personne. Et ça, pour moi, c'est en fait la meilleure façon de permettre à la fin de vie d'être pleinement laïque. Parlons laïcité, le débat. Un grand merci François pour cette magnifique introduction au débat. Et puis on va donner la parole maintenant au public. Alors qui veut poser la première question ? Bonjour. Au sujet de la souffrance psychique, est-elle d'après vous, enfin à vos yeux, plus forte que la souffrance physique, sachant que finalement dans les deux cas, les patients veulent mourir ? Alors ça dépend ce qu'on évoque dans souffrance psychique, c'est-à-dire que de mon point de vue, il y a forcément une détresse, il y a forcément de la souffrance psychique, ne serait-ce que de mourir quand on n'a pas envie de mourir, d'avoir une maladie dont on n'a pas envie. Mais c'est le fait, en fait, moi c'était d'un point de vue plutôt juridique, c'est-à-dire le fait de le mettre dans la loi. Quand vous le mettez dans la loi, ça veut dire que la souffrance psychique ne va plus de soi, mais ça peut être de la souffrance purement psychique. C'est-à-dire que physiquement tout va très bien, mais vous êtes dans une souffrance psychique. Il ne s'agit pas de juger la valeur de la souffrance psychique. Pour moi, la souffrance psychique peut être... Enfin, j'ai parlé des suicides tout à l'heure. Vous avez des personnes qui se suicident à juste titre parce qu'ils n'en peuvent plus et parce qu'ils ne voient plus de... La question, c'est quand la société l'autorise, est-ce que c'est bien ces personnes-là qui sont concernées par la loi ? Moi, je ne le crois pas du tout. Est-ce que c'est une réponse aussi de dire vous avez le droit de mourir si vous souffrez psychiquement ? C'est pareil, moi je ne crois pas que ce soit une réponse. Mais par contre, la souffrance psychique peut être 10 fois pire que certaines souffrances physiques, oui, bien sûr. Et ça entraîne d'ailleurs beaucoup de souffrances physiques en général. Donc il ne s'agit pas de juger, mais juste dans le cadre de la fin de vie, de dire où est-ce que je place cette souffrance psychique. Et moi, je voulais revenir sur l'affaire de Vincent Imbert. Ah, ça c'est longtemps. Ce jeune homme de 21 ans, pareil, qui a été victime d'un accident de voiture, qui est devenu donc tétraplégique, aveugle, muet. Il ne pouvait communiquer qu'avec un doigt. Et ce qui était touchant, donc il avait demandé à être euthanasié. Il avait envoyé donc une lettre à Jacques Chirac, qui était président de la République à l'époque, donc qui n'a pas répondu favorablement à sa requête. Et sa mort, donc, c'est la maman avec l'appui du docteur Frédéric Chossois. La mère a essayé, elle n'a pas réussi, et c'est Frédéric Chossois. Voilà, et c'est Frédéric Chossois, donc le médecin de Berck, qui l'a aidé. Donc ce jeune homme est mort en 2006. Mais à l'époque, la famille a été quand même très très inquiétée, parce que je ne sais plus combien de fois, ils étaient menacés ils étaient condamnés par la justice, de toute façon. On veut dire que l'affaire, même si elle a été tragique, elle se termine bien. Parce que voilà, en 2006, ils n'ont pas été poursuivis. Ils n'ont pas été condamnés en tout cas. Voilà, ils n'ont pas été condamnés. Plusieurs problèmes qui sont posés par l'affaire Vincent Imbert, c'est que déjà en théorie, il n'est pas impossible que quelqu'un puisse communiquer par un doigt ou des clignements d'œil, comme on a déjà vu. Sauf que dans le cas de Vincent Imbert, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui pensent que c'était impossible dans son état. Et il y a beaucoup de médecins qui pensent que ce sont des militants qui lui ont fait parler. Notamment Jacques Chirac, quand on lui a envoyé la lettre, il a évidemment été conseillé par ces médecins-là, c'est-à-dire qu'on lui a dit que c'était des militants qui le faisaient parler. Donc ça peut expliquer sa réaction. Il y a eu un embrasement médiatique tel que
c'était plus possible de revenir en arrière et qu'il y a une cause qui a été défendue avec des gens qui, dans le monde médical, auraient pu être d'accord, mais qui se sont complètement braqués et retournés justement parce qu'ils étaient convaincus que le patient n'avait pas du tout communiqué, qu'il était incapable d'écrire quoi que ce soit. Et ça a pu poser de gros problèmes, c'est-à-dire que, et en outre, vous avez des militants qui ont encouragé, en tout cas soutenu, la mère dans son acte, qui était un acte mis en scène en disant c'est la faute des médecins qui l'obligent à faire ça. Sauf que si vous prenez le fait que peut-être il n'a rien dit parce qu'il n'était pas capable de dire quoi que ce soit, et qu'ensuite il y a des militants qui soutiennent la mère qui veut tuer son enfant, parce que c'est quand même ça, cette affaire, elle a en fait déclenché une fracture entre les élites et le peuple. En gros, c'est pour parler comme ça. Vous avez des élites qui étaient au courant de ce qui se passait du côté militant de l'affaire, et vous avez beaucoup de gens en France qui n'avaient jamais entendu parler de fin de vie ou qui ne connaissaient pas du tout ce sujet ou qui ne pensaient pas que la question pouvait se poser, qui se sont posé la question. C'est-à-dire qu'elle a eu un effet double en fait d'information dans la population, mais moi je pense qu'on aurait pu obtenir l'information autrement, par d'autres affaires et par quelque chose de peut-être un peu plus cadré et correct. Mais ça a aussi braqué beaucoup en haut lieu, et notamment tous les médecins qui s'y connaissent un peu, et beaucoup de gens. Donc voilà, c'est plutôt mitigé. Après, il faut savoir que, comme j'ai dit tout à l'heure, la vision de l'obstination déraisonnable objective, c'est lui qui a déclenché la nécessité de la loi Leonetti. La loi Leonetti a été votée parce qu'il y a eu l'affaire Vincent Imbert, et lui est rentré dans le cadre de cette loi. C'est-à-dire que même si je ne suis pas d'accord sur la façon de faire terminer ses jours un être humain provoqué par la loi Leonetti, en tout cas lui est rentré dans le cadre de cette loi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait voter cette loi Leonetti contre les militants, alors qu'ils sont d'accord avec l'arrêt des traitements pour un patient comme celui-là. Ce qui est problématique aussi, puisque finalement ça crée des ennemis qui à la base n'en sont peut-être pas. Donc c'est là qu'on mesure la complexité personnelle de chacun, des médecins, etc. Mais ce que j'ai envie, moi, de chercher à mesurer davantage, c'est ce que vous nous disiez au début, en introduction, et puis en cours de route. Il s'agit d'aspects juridiques. Donc, en dehors des cas particuliers qui sont importants, j'aurais envie que vous nous disiez comment, en Belgique, la loi a pu arriver à une conclusion différente de la législation française. Alors déjà, il faut savoir que en France, on a parfois, à juste titre, moi je suis très français, tendance à donner des leçons aux autres. Malheureusement, il n'y a pas de différence avec la fin de vie, c'est-à-dire que Leonetti donne beaucoup de leçons aux autres, alors qu'on est un pays, on doit être le 10e en Europe à avoir légalisé l'arrêt des traitements, et la loi belge qui légalisait l'euthanasie, elle, a été votée 3 ans avant la loi française. C'est-à-dire que les Belges ont fait le choix avant la loi française, avant même l'affaire Vincent Imbert, avant tout. Comment ça s'est passé ? Je crois, alors il me semble, mais je ne suis pas certain pour le coup, mais que déjà vous n'avez pas d'aller-retour entre les assemblées comme Assemblée nationale, Sénat, Assemblée nationale, Sénat, comme en France. Et donc il était possible de faire voter une loi assez rapidement, dans une espèce de torpeur. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi je parle à des Belges qui me disent souvent que ce serait peut-être pas possible maintenant de voter la même loi. C'est-à-dire qu'ils ont pu le faire à l'époque parce qu'il y avait une majorité, je crois, d'écologistes, en tout cas qui était présente dans l'hémicycle, parce que c'était même pas, ça ne joue pas nécessairement avec la majorité telle qu'elle est. Il suffit qu'il y ait un groupe qui soit majoritaire, mais où les absents sont un peu plus nombreux que dans l'autre. Mais par contre, la loi a mis en place un contrôle a posteriori, c'est-à-dire une fois que l'euthanasie était pratiquée, et c'est un contrôle extrêmement minimal qui en réalité, pas tous les cas ne sont contrôlés, c'est-à-dire qu'ils prennent un dossier par-ci, un dossier par-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'interprétation de la loi, c'est-à-dire que finalement vous avez énormément de médecins qui interprètent la loi de façon totalement différente les uns des autres. Et paradoxalement, c'est souvent les personnes en bonne santé qui peuvent en bénéficier, c'est-à-dire les personnes qui peuvent choisir leur médecin. Celles qui ne peuvent pas choisir leur médecin, en réalité, il n'y a pas vraiment grand-chose à faire si jamais elles sont hospitalisées quelque part et que le médecin ne veut pas. En Belgique. Même en Belgique. Vous avez, par la loi, ils ont tenté à un moment de dire que chaque hôpital devait avoir un service dédié, ou au moins des médecins qui étaient machin. Il y a plein d'hôpitaux où ce n'est pas le cas en Belgique.
Et il continue d'essayer d'avancer, sauf qu'il voit bien que vous avez en réalité quelques médecins qui pratiquent, pas beaucoup, en tout cas pas suffisamment. Vous en avez certains qui sont très montrés du doigt parce qu'ils disent oui à peu près tout le monde, et ils justifient médicalement, sous couvert de médical, en réalité ils justifient quelque chose qui n'est pas du tout médical. Et vous avez aussi des médecins qui maintiennent en vie abusivement quand vous ne pouvez pas vous déplacer ou quand le patient est en état d'exprimer sa volonté. C'est-à-dire que la loi dit il y a une hiérarchie dans la famille, c'est telle ou telle personne qui décide. Ce qui pour moi est un gadget. Par exemple, en France, au début, on voulait prendre la même hiérarchie. Et pour l'affaire Vincent Lambert, où les parents étaient des mauvais parents, en gros, la hiérarchie mettait les parents en deuxième. Et donc on a changé la hiérarchie en les mettant en quatrième. Et juste du fait de l'affaire Vincent Lambert. Et ça montre à quel point, pour moi, c'est plutôt un gadget qui est plutôt fait en réalité pour les médecins, c'est-à-dire avoir un seul interlocuteur, c'est toujours plus simple. Et en plus, on peut espérer avoir plus l'ascendant sur cet interlocuteur. Moi, j'ai eu un client dont le père avait eu un problème dans les Ardennes. Il avait du coup été hospitalisé en Belgique. Et les médecins avaient très lourdement insisté pour qu'il soit euthanasié. Lui, il avait refusé, il l'avait ramené en France. Et a priori, son père est capable de communiquer. C'est comme on parlait de l'affaire Vincent Lambert, il est capable de lever le pied, il est capable de faire des choses, mais il ne retrouvera jamais l'état dans lequel il était avant. Et donc les médecins considéraient que... voilà. Mais ils ont insisté très lourdement. Effectivement, il risque quelque chose à le faire, mais à l'inverse, dans la situation inverse, y compris en Belgique, si les proches disaient nous voulons absolument que vous l'euthanasiez parce que son état est irréversible, il n'est pas dit que le médecin risquerait quoi que ce soit. Donc on prend souvent la loi belge en exemple, mais parce qu'elle a réussi à dépasser ce stade que j'ai évoqué, c'est-à-dire une fin de vie qui soit moins religieuse, un peu plus laïque et un peu plus décidée. Même les médecins belges auxquels j'ai parlé, il y en a certains qui sont totalement favorables à la loi, mais pas tous en réalité. Il y en a plein qui pensent qu'elle va trop loin, même s'ils sont favorables à l'euthanasie eux-mêmes. Donc c'est pas un idéal, et encore une fois, c'est plutôt avec un contrôle a posteriori qui est extrêmement limité et des médecins qui contrôlent d'autres médecins avec tout le corporatisme qui peut se mettre en place dans ces cas-là. Vous avez une loi qui en réalité, pratiquement tout est toléré, mais vous n'obtenez pas ce que vous voulez nécessairement, et chaque médecin fait son interprétation de la loi. Ce qui pour moi est un problème aussi. Il faut que j'arrête d'idéaliser la loi belge. Non, mais il faut toujours idéaliser l'étranger, c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qui fait qu'on dit, vous voyez, comme à l'étranger, j'y arrive très bien, on n'a qu'à le faire aussi, puis on adopte l'idéal. C'est pas plus mal. Oui, vous savez comme moi aussi que la médecine n'est pas une science exacte. Et on a eu beaucoup de surprises aussi par rapport à ça. On avait des malades qui étaient considérés condamnés par la médecine. Voilà. Et puis qui finissaient en soins palliatifs. Ça aussi. Pour moi, c'était une façon de déguiser la mort. En général, on supposait que l'hôpital public se débarrassait de ces malades-là. Moi, ça m'est arrivé d'en côtoyer. Et c'est terrible. Les gens se savaient condamnés. Et on les voyait 2 semaines, 3 semaines. Les pompes funèbres qui étaient là tous les jours. Et je veux dire... et en même temps, contre toute attente, il y a des malades qui avaient donc été condamnés, qui avaient des cancers très agressifs. Et on ne sait pas par quel miracle ces gens-là s'en sortent. En refusant justement les traitements tels que la chimio, tels que la radiothérapie, enfin tous ces traitements classiques. C'est un vrai questionnement que les médecins doivent avoir, ouais. Mais malheureusement, ce que vous évoquez, c'est des potentiels abus de la médecine qui fait de la probabilité. Et malheureusement, cet abus-là est l'effet pervers de la loi Lonetti, c'est que cet abus est décomplexé même par les médecins. C'est-à-dire, comme ils sont déresponsabilisés, comme ils disent c'est pas moi qui fais, c'est la nature qui fait, finalement, ils ont même plus tendance à arrêter peut-être qu'en Belgique d'euthanasier. Ce qui est un gros problème. Mais après, effectivement, c'est pas une science exacte, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a des fois sur Vincent, par exemple, quand on expliquait, alors les provis expliquaient que quand le cerveau est atteint, le cerveau trouve ce qu'il n'a plus, les zones du cerveau qui sont touchées sont compensées par d'autres zones du cerveau. Sauf que quand le cerveau est atteint partout, il n'y a pas de zone pour compenser une autre zone. Et là, on sait que physiquement, c'est terminé. C'est vrai que sur les cancers, c'est un peu plus compliqué. C'est toujours... ça devrait en permanence être un questionnement des médecins et être un questionnement aussi du patient. C'est effectivement très compliqué d'appréhender ce côté non exact de la science. Mais c'est pour ça aussi que ne pas laisser chaque médecin seul face à ça et
avec sa liberté d'interprétation de la loi, je pense que c'est aussi une bonne chose et ça sert aussi à ça. C'est-à-dire que quand il y a des moments où voilà, les choses sont très très limites et on ne sait pas vraiment qui est-ce qui doit primer, la volonté du patient ou l'espoir que peut-être il s'en sortira. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. À ce stade-là, on va peut-être regarder un petit peu du côté de notre Jean-Cri international, que dis-je, intergalactique peut-être, puisque nous avons notre dessinateur vedette qui nous caricature à chaque fois quelques dessins. Donc on va lui donner un petit peu la parole pour qu'il nous explique qu'est-ce qu'il a fait depuis le début de cette émission. Oui, merci. Alors moi, j'étais très étonné de quelque chose auquel j'avais pas fait ce que vous avez soulevé et auquel j'avais pas fait le rapprochement. C'est le soutien des religions avec les cliniques privées. J'avais pas vu comme ça et effectivement, on n'est plus un machiavélisme particulier et voilà, tout est possible et voilà, je trouvais très étonnant effectivement cette relation-là. Donc j'ai fait un dessin où vous avez clinique privée, gain financier important pour l'acharnement au maintien de vie, et puis vous avez un curé qui dit on sponsorise. Voilà, c'est parce qu'effectivement ça. Alors j'aurais pu effectivement prendre les autres aussi. Moi, je pense que c'est plutôt le directeur de la clinique qui sponsorise la religion en fait. Oui, c'est peut-être. Ouais, effectivement, ça peut être dans ce sens-là, tout à fait. Et puis un autre, alors il est un peu plus cynique celui-ci, mais là c'est parce que comme votre site internet a été cité, donc j'ai été le voir. Et effectivement, article 10, liberté de conscience. Et puis en dessous, vous mettez comme accroche fin de vie et aide active à mourir. Donc j'ai mis quelqu'un sous assistance respiratoire et puis quelqu'un qui lui tend une cigarette. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup et on continue bien sûr les questions. Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. Je n'ai pas de questions, mais j'ai vu là, il y a un problème culturel. Parce qu'en Europe, surtout en France, c'est l'héritage du christianisme. Par conséquent, je vois très mal la cohabitation entre les lois et les traditions. Pour ma part, je suis issu de l'Asie, du Vietnam. La mort, c'est quelque chose de naturel. Où il y a la vie, il y a la mort. L'immortalité, ça n'existe pas. Puisque la Terre, elle est née, la Terre, et puis elle va disparaître. C'est une question de durée. Par conséquent, personnellement, je me prépare à la mort. C'est mon départ, c'est comme mon voyage. C'est tout à fait normal. Vous voyez, c'est culturellement, et puis par conséquent, il y a des maladies, je me soigne. Vous voyez? Mais s'il faut mourir, j'essaie de partir, disons, agréablement, le moins de souffrance possible. Mais il ne faut pas avoir peur, puisque c'est naturel. La vieillesse aussi, c'est naturel. Par conséquent, je vis ça normalement. J'accepte. Vous voyez? Par exemple, vous parlez de différents sur la mort. En France, en Belgique, aux États-Unis, j'ai la famille. Le médecin a dit non, on ne peut pas traiter. Mais comme cette personne n'a plus d'assurance, ils ont mis de côté sur le couloir. C'est très simple. Vous voyez? Et la personne va partir. Par contre, c'est une question culturelle et ça dépend. Parce qu'aux États-Unis, le Canada, c'est aussi le christianisme. C'est le protestantisme plutôt. Le christianisme, vous voyez, c'est... Aux États-Unis? Oui, il parlait des États-Unis. Si, les États-Unis ou au Canada. Oui, c'est l'Amérique du Nord, si vous préférez. Oui, oui. C'est la même origine. Oui, disons le monothéisme, oui. Par conséquent, ça dépend de la culture. Ah, mais ça c'est sûr. Mais en France, la culture au point de vue religieux, c'est en train de changer. La société change. Va beaucoup plus vers la non-croyance. C'est-à-dire que le catholicisme, à la base, c'est quand même une vie de souffrance en attendant la fin, quoi. Donc, monsieur évoque l'Asie, je ne suis pas asiatique.
Mais j'entends bien l'aspect philosophique dont vous parlez. Quand vous parlez de culture, je pense plutôt à une philosophie de vie. Vous nous parliez tout à l'heure de finitude. Ça me fait penser à Socrate, qui n'était pas asiatique non plus. Au moment de boire la ciguë, il savait donc qu'il allait mourir. Il savait pourquoi. Et il a juste demandé « J'ai faim, est-ce que je peux manger ?» Épictète, de la même façon, a dit je vais mourir. Est-ce que je vais mourir tout de suite? Apparemment non. Donc, je vais manger. La question que vous avez posée, sans la poser, c'est philosophiquement, en termes de personne et pas en termes d'origine d'un endroit ou d'un autre. Hein. J'ai l'impression que les humains sont les humains aussi bien ici qu'en Asie, en Colombie ou Groenland, etc. Je me demande le niveau de philosophie dont on a besoin pour définir notre rapport donc à la mort, donc notre rapport à la vie et notre rapport aux religions. Ce qui est posé, c'est comment est-ce qu'on pose nos rapports aux objets qui nous occupent. Alors pour certains, c'est le confucianisme, le zoroastrisme, le protestantisme, etc., ou l'absence de pensée, de vie après la mort. Mais on a tous besoin d'outils. Vous parliez tout à l'heure de mettre des mots. On a tous besoin de nommer les choses pour se rendre compte où elles se situent. Et alors, je vais finir juste là-dessus. C'est un peu le questionnement que j'ai. Quand on fait ça, on peut parler à un moment de liberté absolue de conscience et on peut parler de respect de liberté de conscience. Qu'est-ce qu'on fait de la conscience de quelqu'un quand on veut lui imposer sa propre conscience à soi, même si on dit je ne suis pas responsable? Je pense que le questionnement qu'on peut avoir, en tout cas que j'ai, c'est jusqu'où je considère que autrui a une conscience absolue et une liberté donc absolue de l'utiliser comme il le veut. Si je veux entrer un tout petit peu, ou beaucoup, mais même un tout petit peu dans sa façon, on va dire, pour dire les mots ordinaires, dans sa façon de penser, je me trouve en grande difficulté, je le mets en difficulté peut-être, mais moi, en termes philosophiques, puisque c'est l'aspect culturel, je me mets en difficulté, puisque je me propose pour qu'on agisse sur ma conscience aussi, même si je ne m'en rends pas compte. Donc la question, alors vous parliez des religions, etc., du poids des cultures, du poids de tout. On a tous des croyances, on a tous des choses. Ce qu'il disait est fondamental, c'est que la vision de la mort en Asie, c'est pas quelque chose de triste, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose d'horrible. On a une vision de la mort en France du fait de la religion catholique qui est quand même assez violente. Peut-être, mais j'ai réagi en disant que je suis pas asiatique, mais je pense pareil. J'ai pas une vision triste de la mort. Mais c'est très bien. J'ai d'ailleurs pas une vision de la mort, je sais pas ce que c'est. Personne ne sait, oui. Hein, enfin, à part ceux qui mais sont j'ai morts, pas une vision triste parce que je me dis, ça s'arrête. Et donc mon corps, alors ma vision pas triste, alors bon, c'est une réponse, ma vision pas triste, c'est mes molécules, mes atomes, tout ça, ça va servir à faire fonctionner l'univers par la suite. Donc en fin de compte, c'est presque réjouissant. Et ça rejoint sous un autre aspect, on va dire de culture scientifique ou je ne sais quoi, ça rejoint sous un autre aspect le côté joyeux de tout ce qui est vivant. La mort, c'est du vivant sous une autre forme. Je voulais parler de la Nouvelle-Orléans. Les Blacks là-bas. À l'enterrement, à l'aller, c'est triste. Au retour, la musique est vraiment dansante. C'est une délivrance de souffrance. Vous voyez, c'est aussi la culture, disons, christianisme. Mais ça dépend de la vision, comment on accepte ça. Le monsieur parle de responsabilité. Vous voyez, par exemple, la liberté, la responsabilité de l'individu et la responsabilité collective. Est-ce que c'est pareil? La conscience de la liberté et de la responsabilité. Par conséquent, de l'individu à une collectivité, c'est pas du tout pareil. Par conséquent,
les lois en France, vous savez très bien, il y a plein de lois qu'on ne peut pas appliquer. Parce que c'est proposé par les entreprises. Vous voyez, par conséquent, ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Qu'est-ce qu'on pouvait le faire? La loi sur la laïcité. Si on se base sur la loi, ben on ne fait rien. Vous avez la loi sur la laïcité, vous avez aussi la philosophie de la loi. La philosophie de la loi, c'est compliqué de l'imposer. En revanche, la loi sur la laïcité, c'est assez clair. On ne finance pas de culte et les curés ne font pas la loi, en gros. Il faut faire. Parce que vous savez très bien... La loi existe et après, on perd du terrain intellectuellement. C'est ça le problème. Mais sur la fin de vie, justement, on parlait de liberté de conscience. La liberté de conscience, c'est quand même, ça relève de la pensée. C'est-à-dire que chacun pense exactement ce qu'il veut. L'apologie d'un génocide, en France, c'est interdit, mais vous avez le droit de penser que c'est très bien un génocide. Personne ne viendra vous dire quoi que ce soit. Vous avez juste interdiction de le dire. Et ensuite, vous avez ce que la société autorise. C'est-à-dire qu'individuellement, une personne a le droit de penser ce qu'elle veut ou de vouloir ce qu'elle veut. Et vous avez juste la limite de la société. C'est pour ça que quand je parle de juridiction, c'est quelque chose, paradoxalement, si je pense que la loi Leonetti est trop médicalisée, c'est qu'elle place le médecin, une espèce de sachant d'à peu près tout, de tout et son contraire, qui décide de tout. Moi, je pense que le médecin fait juste de la médecine, point. C'est-à-dire qu'il sait l'état du patient, avec tous les doutes qu'il y a, mais il parle de l'état du patient. Et c'est à partir de là où il y a une limite. Quel est l'état du patient? Jusqu'où la société accepte, c'est-à-dire jusqu'où collectivement on accepte qu'une personne ou qu'un médecin donne la mort, ou qu'une personne puisse demander la mort et l'obtenir. Et à partir de là, une fois que cette limite est atteinte, plus personne n'a son mot à dire. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est la liberté de conscience absolue de la personne. Et ça, c'est une loi qui peut être appliquée. C'est sûr que si vous dites dans la loi les gens ne doivent pas penser mal ou doivent être gentils les uns avec les autres, ça, c'est des lois qui sont totalement inapplicables. Vous pouvez même interdire la misère dans la loi, c'est pareil, ça fera rien. Mais vous avez quand même des lois où il s'agit juste de mettre un cadre juridique qui laisse de la liberté totale aux gens. Ça, ces lois-là sont plutôt applicables. Le problème de la laïcité, c'est que c'est un très bel idéal. C'est que la loi, comme je l'ai dit, le financement des églises par des collectivités locales ou par l'État, c'est quelque chose qui se voit. Mais maintenant, quand un curé parle à un député, que le député propose une loi qui est exactement celle du curé et que vous avez tout un groupe de 200 députés qui la votent, c'est compliqué de les attaquer en justice pour dire vous n'auriez pas dû voter cette loi. Donc c'est une philosophie, c'est les deux combinés, la loi sur la laïcité. C'est à la fois pour ça que c'est un principe fondamental, parce que le principe fondamental, c'est quelque chose qui est justement au-delà de la loi, c'est une norme suprême, mais c'est aussi une philosophie qui fait que, effectivement, c'est basé notamment sur l'acceptation par tous. C'est-à-dire que quand tout le monde la défend, ça se passe très bien. Quand elle est attaquée de toutes parts et que vous avez beaucoup de gens et de plus en plus qui n'y croient pas ou qui n'en veulent pas, ça devient très problématique, puisque de toute façon, c'est quelque chose que, pour certains pans, vous pouvez faire appliquer, mais pour d'autres, vous ne pouvez pas faire appliquer sans que les gens l'appliquent eux-mêmes, se l'appliquent à eux-mêmes. Ce que je voulais dire, c'est que l'intégralité des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont une caractéristique commune, c'est qu'elles sont atteintes d'une maladie incurable qui finissent toujours par le décès du patient. Et bien sûr, cette maladie s'appelle la vie. Mmh. Voilà. Et donc, c'est intéressant de le prendre aussi de cette façon-là, parce qu'on se dit, si on est tous atteints de cette maladie et qu'on va finir, comment on veut traiter cette maladie? Alors, en fonction des philosophies, des croyances, des volontés des uns et des autres, certains vont vouloir la prolonger, la réduire, y mettre des médicaments pour ou pas. Voilà. Et donc, pourquoi pas se dire aussi à un moment donné, si on veut en finir, pourquoi pas avoir ce droit également? Donc, c'est un petit peu tout là sens. Où je mettrais un petit bémol sur le parallèle entre la maladie et la vie, c'est que quand vous évoquez ensuite prendre des traitements de quelle façon on traite la vie, vous n'avez pas besoin de prendre des traitements pour la vie, c'est quand vous avez des maladies que justement vous avez besoin de traitement. Je comprends ce que tu veux dire, François, mais simplement, il y a des maladies. Si on considère que la vie est une maladie, certains vont prendre des substances psychoactives qui vont traiter leur maladie d'une autre façon et qui vont avoir drogue, alcool et autres. Et c'est encore une autre conception. Voilà, ça dépend. C'est juste un débat philosophique là-dessus. On peut être pour, on peut être contre. Mais la question, c'est est-ce que ce sont des traitements, justement? Moi, je ne crois pas que ce sont des traitements. C'est-à-dire l'alcool, ça peut être récréatif comme ça peut être catastrophique. Pareil pour toutes les substances psychoactives. Enfin, peut-être pas tous. L'héroïne, ça commence à être à peu près plutôt négatif tout le temps.
Mais est-ce que c'est une façon de traiter la vie? Non, c'est une façon de traiter un mal-être. Mais est-ce que la vie est un mal-être? Moi, je ne crois pas. Quand on parle de la vie, c'est concrètement un battement du cœur et une façon de penser. Enfin, peut-être même pas une façon de penser. C'est-à-dire, c'est le fait de penser. C'est-à-dire que le cerveau est irrigué et que vous êtes en vie parce que vous pouvez communiquer. Je pense donc je suis. Enfin, ce genre de choses. Et il n'y a pas nécessairement de traitement là-dedans. C'est-à-dire qu'un cancer, il faut toujours prendre un traitement, mais la vie, il y a pas. Vous pouvez pas dire c'est une maladie. À partir du moment où on est, c'est sûr qu'on va finir un jour. Le compte à rebours s'enclenche à la seconde où on est, ça c'est sûr. Mais par contre, est-ce que ça va être un problème tout le temps? Non, c'est pas forcément un problème tout le temps. Et il n'y a pas de traitement à la vie. Et de mon point de vue, je suis même pas convaincu qu'il y ait beaucoup de gens, je pense que ça arrive, hein, mais qu'il y ait beaucoup de gens qui sereinement demandent à mourir alors qu'ils n'ont absolument aucun problème physique et qui décident juste que c'est terminé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce cas-là qui ne sont pas du tout sereins et qui sont plutôt en détresse. Et donc la question qui se pose finalement, in fine, c'est est-ce que la mort est un traitement dans ce cas-là? Et moi je pense que c'est plutôt un échec ou un renoncement, mais c'est pas un traitement, de mon point de vue. J'entends bien les réserves que vous faites. J'imagine, ce que vous voulez dire, Jérémy, c'était une métaphore. C'est pour ça que je disais que la limite de la métaphore, c'était les traitements à la vie. Voilà. Donc, comme toute métaphore, elle ne correspond pas complètement aux réalités, mais ça m'a fait penser à la fois par le côté amusant, maladie sexuellement transmissible même, hein, c'est Woody Allen, et par rapport au côté amusant et au sérieux de votre réponse, ce que ça m'a fait penser, c'est que, en fin de compte, on est, au fur et à mesure de l'évolution, quand on observe l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la retraite, la vieillesse, on a besoin de se divertir. Alors se divertir, pas au sens de s'amuser, de jouir, de profiter, de se divertir au sens de penser autrement. Voir à autre chose d'ailleurs. Voir autre chose, le divertissement au sens pascalien. Et cette question, là, ça remet en termes philosophiques notre rapport à notre finitude, et en même temps notre rapport à notre émancipation. Si on se divertit complètement, on finit par plus penser le besoin de divertissement qu'on a. Mais en termes juridiques, je pense qu'on a besoin d'être tous protégés par quelque chose qui s'appelle une loi. Et cette loi qui donne des droits, donc protège les libertés de tous, elle donne des droits. Donc encore une fois, comme l'avortement, on n'est pas obligé d'avorter. Une femme n'est pas obligée d'avorter parce que la loi existe, mais le droit existe. Et donc, ce dont on a besoin dans notre divertissement, alors là maintenant c'est sérieux, c'est quelque chose qui nous protège. Et si jamais on a envie de se confier à un Dieu quelconque quand on va mourir, ok. Et si jamais on a envie de ne pas faire ça et de décider ce qu'on veut pour soi, on doit avoir le droit de pouvoir le faire. Et je pense que vous parliez de combat possible puisque la loi a besoin d'être changée. Je pense que c'est une réflexion qu'on peut avoir en termes d'application du principe politique de laïcité, pas seulement le principe juridique, mais le principe politique qui est le respect du droit de chaque individu quand il peut l'avoir. Donc il faut le reconnaître aux individus. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai parlé de l'avortement justement parce qu'il y a un lien qui peut être fait avec les pro-vie, puisque ce sont les mêmes mouvances, avec les mêmes arguments d'ailleurs, qui défendaient à la fois l'interdiction de l'avortement et l'interdiction de l'euthanasie. Maintenant, il y a des différences, j'en ai évoqué une notamment, c'était que vous pouviez toujours en tant que femme aller voir un médecin qui disait non et vous alliez voir un autre médecin, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous êtes en fin de vie dans une clinique. Il y a une autre différence, c'est que de mon point de vue, tout ce que j'ai dit sur le suicide, ce que ça peut poser comme question, vous parliez de l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. L'adolescence, c'est typiquement un endroit où on est quand même assez éloigné de la mort, en tout cas plus que chacun d'entre nous ici, et pourtant on est le plus obsédé par la mort, et on a le plus terrifié par la mort, et c'est un moment où le taux de suicide chez les jeunes est quand même beaucoup plus important que chez tous les autres. Donc ça pose des questions, et il n'y a pas cette question à se poser pour l'avortement, puisqu'on part du principe qu'une femme qui veut avorter, c'est une femme qui de toute façon n'arrivera pas à s'occuper de son enfant, ou s'en occupera mal, ou le mettra dans de mauvaises conditions, et qu'en plus son corps lui appartient, et que l'enfant n'est pas né encore, donc il n'y a pas de... On parle juste d'un tout petit fœtus de quelques millimètres qui n'a absolument aucune conscience de quoi que ce soit. Et ce débat, il est tranché comme ça sur la fin de vie, c'est un peu plus compliqué justement.
Et c'est une des différences entre les deux débats qui fait que, effectivement, la liberté peut être totale dans le cas de l'avortement. De mon point de vue, elle ne peut pas l'être dans le cas. Et d'ailleurs, encore une fois, il y a des pays extrêmement libéraux comme la Belgique, comme j'ai dit, qui avaient trouvé le moyen plus ou moins d'avoir une liberté totale, mais sans vraiment l'assumer. Mais il n'y a aucun pays au monde qui n'assume une liberté totale en la matière. Aucun. Et pour la simple et bonne raison qu'ils ne peuvent pas le faire, je pense. Je voulais revenir quand même sur l'histoire de ton oncle, donc Vincent Lambert, parce que c'est quand même dingue dans cette histoire. Il a fait des directives anticipées, donc il n'a pas fait de directives anticipées, j'avais cru. Alors, tu peux réexpliquer ça ? Alors, il y a eu 3 témoignages, le mien étant le moins important. Vincent était infirmier psychiatrique. À l'époque, il y avait encore 2 formations, je crois, une formation psychiatrie, une formation infirmier classique. Maintenant, je crois que c'est plus le cas. Mais il avait fait un stage en réanimation et on lui avait reproché de ne pas assez parler aux patients. Il avait dit je vois pas pourquoi je leur parlerai, ils sont pas là. Et il était rentré chez lui un soir très traumatisé parce que ça l'avait beaucoup touché. En fait, il a fait qu'1 semaine, je crois, mais c'était assez dur pour lui. Et il avait dit à son épouse si un jour je suis comme ça, je veux que tu me piques. Donc, c'est quand même assez clair comme façon de dire. Mais c'est un témoignage oral qui est rapporté par son épouse dans le contexte d'un conflit familial, je mets des guillemets à conflit familial, puisque ça a beaucoup servi aux uns et aux autres, alors qu'en réalité, il était assez déplacé, et notamment parce que les juges avaient tranché à un moment ou un autre et que ça devrait être tranché. Ensuite, vous avez le frère de Vincent, Joseph, à qui il avait parlé pareil de cet état et à qui il avait dit que c'était hors de question pour lui d'être maintenu en vie. La loi Leonetti n'existait pas à l'époque. Mais voilà, c'était quelque chose qui était pour lui quelque chose dont il ne voulait pas pour lui-même. Et moi, c'est un peu moins pertinent, mais c'était quand même assez marquant. Enfin, Vincent était quelqu'un d'assez sombre, hein. Et moi aussi, puisque vous voyez, je me sens très bien dans un sujet comme celui-là. Et on parlait un jour, et on parlait de quelque chose de je sais plus de quoi. Je suis incapable de savoir de quoi. C'était quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec le sujet, mais à un moment, il m'a regardé, il m'a dit moi, ma hantise, c'est de finir comme un légume. Et ça m'avait beaucoup marqué, parce que je voyais pas pourquoi il parlait de ça, et c'était pas quelque chose qui, moi, m'habitait. Et c'est vrai que quand quelques années plus tard, il a été en état végétatif, je me suis dit, ça, c'est nécessairement sa définition du légume. Enfin, si là, pour lui, c'est pas un légume, je vois pas très bien dans quelles conditions on pourrait dire que, de son point de vue, ça, c'est être un légume ou pas un légume. Donc, voilà, il avait dit des choix, mais il n'y avait pas de directive anticipée. C'est pour ça qu'à la rigueur, moi, je peux comprendre qu'il y a un débat au tribunal sur cette parole, pour savoir si elle est vérifiée ou pas. À partir du moment où, juridiquement, on dit... les volontés sont établies, on ne revient pas dessus comme on l'a fait. Mais alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que sont les directives anticipées, comment on peut faire des directives anticipées ? Alors, les directives anticipées, vous en avez 2 sortes. La première sorte, c'est n'importe qui est parfaitement sain d'esprit et de corps peut prendre un bout de papier. Ça peut être un papier libre. Vous avez sinon des formulaires qui sont disponibles sur Internet. En réalité, alors je vais encore parler de la loi actuelle, mais selon la loi actuelle, vous êtes censé être médecin quand vous remplissez vos directives anticipées. C'est-à-dire que le médecin ne va pas chercher à savoir quelle est votre philosophie, qu'est-ce que vous auriez pensé de cet état ou de cet état. Ce qu'il veut, c'est que vous décriviez un état, et si l'état correspond à l'état dans lequel vous êtes, peut-être qu'il va respecter vos directives anticipées, ce qui est complètement délirant, mais c'est comme ça qu'est rédigée la loi. Donc vous pouvez dire dans les directives anticipées, si un jour je suis hors d'état d'exprimer ma volonté, je voudrais qu'on fasse ci ou ça, qu'on me débranche, qu'on me maintienne en vie, voilà. Mais après, il faut décrire le plus possible, parce que si vous dites juste ça, je pense que n'importe quel médecin va vous dire je vois pas que ça s'applique à cette situation. Il y en a beaucoup qui ont écrit, par exemple, je ne veux pas être en état végétatif parce qu'il y a eu l'affaire Vincent Lambert. Mais on peut pas nécessairement faire un fait divers tous les 2 ans en espérant qu'au final, on aura toutes les maladies qui seront listées parce qu'il y aura suffisamment de faits divers pour chaque maladie dans les directives anticipées. Donc vous avez les formulaires sur Internet qui vous guident un petit peu quand même. Voilà, qui essaient de vous guider un petit peu sur quelle situation, quelle maladie, etc. Vous avez une deuxième sorte de directive anticipée qui est l'idéal entre guillemets, même si c'est pas du tout idéal, qui est Vincent par exemple, il a eu un accident de voiture, c'était imprévisible, même si on connaît pas du tout les circonstances, donc on sait pas du tout ce qui s'est passé, mais en tout cas les directives anticipées n'auraient pas été précises de toute façon, puisque on n'aurait pas su dans quel état il se trouvait. Les deuxièmes formes de directives anticipées, c'est celles où vous connaissez votre pathologie, vous savez ce qui va vous arriver. Et donc là, nécessairement, vous avez des directives anticipées qui sont un peu plus précises, un peu plus opposables au médecin, même si concrètement, juridiquement, je pense qu'il n'y aura strictement rien à faire si jamais le médecin ne veut pas les écouter.
Mais en tout cas, vous pouvez là avoir des directives anticipées un peu plus adaptées à votre situation, c'est-à-dire que vous les remplissez de façon un peu plus précise sur tel critère, parce que je sais que ma maladie va me donner telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et je ne veux pas de cette chose, je veux bien de celle-là, je ne veux pas de ça, enfin voilà. Mais tout à chacun peut les faire, et on encourage évidemment tout à chacun à les faire, en écrivant, s'il le souhaite, s'il ne veut pas être maintenu en vie dans un état, qu'il dise aussi, si l'euthanasie est légale, je préférerais être euthanasié, par exemple. Ça peut être aussi un moyen de militer par la suite. Moi, c'est ce que j'ai écrit sur les miennes, en tout cas. En même temps, et c'est ça qui doit être aussi compliqué pour les équipes médicales, il y a des malades, vraiment, qui veulent mourir, et qui, à un moment donné, reviennent sur leur décision. Oui, alors ça, c'est ce qui est rapporté par certains médecins, mais ce sont souvent des médecins assez identifiés et identifiables qui pratiquent l'épuisement, la stratégie de l'épuisement. C'est-à-dire, vous demandez une fois, il vous dit non, vous demandez 2 fois, il vous dit non, vous demandez 3 fois, il vous dit non, puis après vous arrêtez de demander, il vous dit bon, bah c'est bon, vous n'avez plus envie. J'ai déjà entendu plusieurs fois des cas comme ça, où les gens l'écrivent très 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 calmement. Ils vous disent, elle m'a dit qu'elle pouvait plus vivre, qu'elle souffrait trop. Je lui dis, ben non, il faut continuer, alors qu'est-ce que ça... Vous allez pas bien aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Et puis ça 3-4 fois, mais ils vous l'écrivent comme ça. Enfin, vraiment, il n'y a pas de changement du patient. Et puis à un moment, le patient a arrêté de me le demander, et puis il est mort naturellement 4 jours plus tard. Et donc ça prouve bien que j'avais raison. Évidemment, dans la loi, si jamais ça arrivait, alors déjà le fait que vous le demandiez, que vous savez qu'on peut vous le donner, c'est peut-être pas la même chose que le fait de le demander quand vous savez qu'on ne vous le donnera pas. C'est-à-dire que si vous légalisez le truc, il y aura peut-être des demandes un peu moins telles que vous les décrivez. La deuxième chose, c'est que dans toutes les lois, vous avez des délais. Il faut réitérer la demande dans un certain délai. Pareil, si on vous dit que le délai c'est 2 semaines, vous faites la demande, vous avez 2 semaines pour réfléchir pleinement. Si au bout de 2 semaines vous maintenez votre demande, on peut partir du principe que c'est ce que vous voulez. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'en France, comme c'est totalement interdit ou que combattu par les médecins, parce que la loi, en principe, l'autorise dans certains cas, mais en réalité, le médecin fait ce qu'il veut. Les seules choses que vous entendrez, les seuls faits divers que vous entendrez, c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une demande légère qui finalement n'était pas réitérée 2 jours plus tard, mais parce que la loi est ce qu'elle est. Donc, si vous voulez, c'est une façon de donner raison à la loi d'exister, parce que la loi impose ça, et que donc, comme elle l'impose, ça prouve bien qu'elle a raison. C'est un peu exactement la même chose que l'avortement, d'ailleurs. Sur l'avortement, les femmes qui étaient en détresse, qui demandaient, après elles arrêtaient de demander, puis elles étaient moins en détresse, donc ça allait mieux. C'était ça à l'époque. Après, comme je l'avais exprimé il y a peut-être 10 minutes, un quart d'heure, on parlait donc des personnes qui étaient condamnées par la médecine, et on ne sait pas par quel miracle, ces gens-là s'en sortent. C'est pour ça que je disais que, hormis le fait que la médecine ne soit pas une science exacte, mais il y a je pense qu'il y a quand même des mystères quelque part qui peuvent échapper. Mais les mystères sont souvent ce qu'on décrit psychosomatiques, mais je suis pas sûr que ce soit le bon terme là dans le contexte. Non, mais il y a beaucoup de médecins qui le disent, et moi j'ai pas de mal à le croire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est extrêmement positif, bizarrement son corps lutte mieux contre le cancer que quelqu'un qui va très mal. Le meilleur exemple étant Desproges, qui a invoqué pendant toute sa vie un cancer et finalement il l'a eu. Oui, c'est la force du mental, bien sûr. Mais c'est toute la question. Enfin, c'est très problématique. Est-ce que vous avez une vision de la médecine qui me semble, moi, être inappropriée? C'est est-ce que quand vous légalisez l'euthanasie, enfin l'aide active à mourir, que vous autorisez quelqu'un à demander à mourir, vous atteignez sa force mentale? C'est-à-dire que si lui voulait vivre, il était très positif, mais subitement, parce que la loi l'autoriserait à le faire, il ne serait plus très positif et il ne pourrait plus lutter contre le cancer efficacement. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que quelqu'un qui est extrêmement positif et qui a envie de vivre jusqu'au bout, vivra jusqu'au bout, que quelqu'un dont l'esprit influe tellement sur le corps qu'il arrive à lutter plus efficacement contre son cancer. Vous légalisez l'euthanasie, ça ne va pas l'empêcher de lutter, je pense qu'il continuera de lutter. Mais qu'en revanche, quelqu'un qui souffre énormément, qui a vraiment l'impression que c'est terminé, qui est médicalement condamné, si on parle de la force de l'esprit, vous voyez bien que même là, la force de l'esprit, elle n'est plus là. Donc ça veut dire quelque part, il sera condamné. Mais c'est sûr qu'il faut le moins possible faire du probabilisme dans ces cas-là, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai une petite question, je ne sais pas si c'est la dernière, mais j'aimerais savoir, avec tout ce que vous nous dites, j'ai l'impression vraiment de l'intérieur, à la fois philosophiquement et juridiquement,
Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée à laquelle vous auriez aimé répondre ce soir? Wow, ça c'est une question qui a une apparence très gentille mais qui est très piège. Et en plus, pas beaucoup de temps. On peut jamais être exhaustif, mais j'ai essayé d'en mettre le maximum dans ce que j'avais à dire la première heure. Non, après je sais qu'il y a des débats qui seront jamais clos, comme celui qu'on est en train d'avoir sur savoir si médicalement c'est condamné ou pas. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire réellement quelque chose dans tous les cas? Ça c'est quelque chose d'éminemment compliqué. Voilà, après il y a quand même certaines certitudes qui se révèlent être assez vraies en règle générale. Donc c'est voilà, mais sur d'autres questions, moi j'ai pas. Non. S'il y a d'autres questions, c'est mieux. Je pense à une histoire qui m'a été racontée. C'est une histoire véridique. Il s'agit d'une dame africaine. Elle vivait en Angleterre et la médecine lui a dit « Nous ne pouvons plus rien faire pour vous. Vous êtes condamnée. » Elle s'est dit, comme elle était d'Afrique, elle s'est dit « Je vais retourner, je vais aller dans mon pays pour y mourir. » Alors elle s'est dit pour me faire un peu plus plaisir, je vais prendre le bateau. Elle est allée en bateau et le jour où elle est arrivée dans sa famille, tout ça, au bout de quelque temps, elle est allée consulter en disant j'ai eu un cancer qui était au stade terminal. La médecine n'a rien trouvé. Voilà. Moi je trouve que c'est une très belle histoire. Parce que ça démontre un peu le côté psychologique des gens, de l'environnement. Non, mais ça démontre beaucoup de choses, mais après, il y a quand même un truc qui s'appelle le deuxième avis, c'est-à-dire que vous pouvez demander le deuxième avis d'un médecin, parce que là, passer d'un cancer en phase terminale à pas de cancer du tout, ça me semble, pendant un simple voyage en bateau, ça me semble quand même compliqué, moi. Je suis pas sûr qu'il n'y a pas eu une erreur au tout début du diagnostic, quand même. Enfin... Moi, j'ai l'histoire d'une source fiable. Oui, non, mais ça peut être une source fiable. Je dis juste qu'il y a peut-être eu une erreur du premier médecin. Enfin, ça me semble bizarre quand même de passer d'un... Le cancer, dans tous les cas, on le voit reculer, on le voit pas disparaître. Je veux dire, c'est pas... Il recule petit à petit, on s'étonne du fait qu'il recule. Et à terme, il disparaît. Mais, enfin, un voyage en bateau et il n'y a plus de cancer. Passer d'un cancer terminal et... Oui, c'est une belle histoire, d'accord. Donc, il ne faut pas toucher aux belles histoires, alors. L'important, c'est d'y croire. Moi, nous parlons de laïcité, l'important, c'est d'y croire. J'ai une question, notamment... alors, j'espère qu'elle n'est pas trop indiscrète, parce qu'on a vu que dans ta famille, vu le cas de ton oncle, ça s'est beaucoup déchiré. Quelles sont les relations maintenant, aujourd'hui ? Le déchirement était en gestation. Hein. On voyait bien qu'il y a certaines personnes à qui on ne pouvait pas parler, ou quand on leur parlait, ils transformaient à peu près tout ce que vous disiez. Hein. Il est d'accord avec moi. Donc c'était plus ou moins en gestation. Moi, personnellement, je pense que la famille, c'est pas l'alpha et l'oméga, très honnêtement. Je pense que ça peut être plutôt une prison qu'autre chose, voire même quelque chose d'extrêmement toxique. Et je pense que cette affaire, elle m'a, in fine, permis de me libérer plus ou moins de la famille. C'est-à-dire que je ne vois à peu près plus personne et en fait, ça ne manque pas. Et après, je pourrais peut-être les revoir un jour ou l'autre. C'est juste que je sais que j'ai pas grand-chose à partager avec eux en général. Et voilà. Et je vois pas ça comme une fatalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est dur pour votre famille, machin, comme si c'était. On a l'impression qu'on voulait nous maintenir dans une espèce d'un truc sordide et tout ça, machin. Non, c'est très bien aussi de s'émanciper de ses parents et de ses grands-parents et de ses oncles et tantes. Et voilà. Mais moi, j'ai très peu de liens avec eux. J'ai pas trop de regrets. Je ressens pas de regret de ne pas avoir de lien avec eux. Parlons laïcité. Une émission proposée et préparée par RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. On va peut-être donner un petit tour auprès de Jean-Cry, parce qu'on voit qu'il continue à dessiner. Alors Jean-Cry, on en est où ? Alors où en est-on ? C'est un sujet, laïcité. Alors, on s'est un peu éloigné du sujet, je me suis un peu éloigné, là mais ça reste un peu autour, c'est donc laïcité et fin de vie, donc j'ai dessiné Jésus-Christ qui dit on en parle si vous voulez, parce qu'effectivement je crois qu'il connaît le sujet, et puis pour rester un petit peu là dans l'esprit, donc laïcité, fin de vie, là c'est Jeanne d'Arc sur son bûcher qui fait c'est chaud comme sujet. Voilà. Merci Jean-Cry. Puis on voit qu'il est encore en train de dessiner. Donc, il est très inspiré, notre Jean-Cry, aujourd'hui. Merci. Eh bien, écoutez, merci pour
cette émission qui commence à toucher à sa fin. On va bien sûr remercier François, remercier Dominique qui a aussi animé cette émission et qui l'a introduit. Vous remerciez tous, public chaleureux. Et puis on va, comme d'habitude, vous redonner rendez-vous pour le mois prochain. Je vous rappelle que cette émission s'enregistre tous les premiers jeudis de chaque mois à Évry-Courcouronne de 17h à 19h. Prochaine émission donc qui aura lieu le jeudi 6 octobre. Laïcité et élus locaux. Ah, un nouveau sujet, puisque nous aurons Thomas Urdi qui viendra. Alors Thomas Urdi, pour le présenter rapidement, juste avant les élections présidentielles, il était conseiller en charge de la réalisation avec les élus de la laïcité au cabinet de la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la laïcité. Voilà, c'est un titre important dans le cabinet de la ministre. Bon, mais bien sûr, le gouvernement a changé depuis un petit peu. Donc voilà, en tout cas, on l'aura pour ce 6 octobre, excusez-moi. Et donc, vous êtes bien sûr cordialement invités. Merci à tous. Merci. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.